infections, parmi les infections les plus répandues, et une infection qui pose beaucoup de problèmes, de prise en charge plutôt. Et surtout ici au Maroc, beaucoup plus. Malheureusement, on n'a pas pu encore instaurer un système pour étudier la sensibilité de ce germe qui est l'Helicobacter pylori. Et donc le choix de cette thématique est vraiment plus que judicieux. Et je remercie infiniment les organisateurs pour le choix de cette thématique qui est la prise en charge des gastrites à Helicobacter pylori. Et on va commencer d'abord par dérouler les différentes méthodes bactériologiques et diagnostiques qui seront présentées par Madame Raymond ici. Je la remercie, donc vous la parole. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie de me permettre de présenter ce travail et de profiter de votre pays. Donc, les tests diagnostiques de l'infection hélicobactère sont maintenant relativement nombreux. On est parti du gramme au départ, le diagnostic a été fait par le gramme, jusqu'à maintenant la PCR. La stratégie diagnostique est basée maintenant sur les résultats, quand on peut bien sûr, de tests de sensibilité aux antibiotiques. Donc, le choix des antibiotiques est dirigé par les tests de sensibilité. Cette stratégie est plus efficace, moins chère, elle évite la sélection des mutants résistants, elle préserve le capital thérapeutique et donc elle est basée sur l'obtention de biopsies ou non, on verra à la fin, afin d'obtenir une culture, un antibiogramme ou alors pour faire une PCR. En 2017, donc, deux conférences de consensus en France ont mis en avant le traitement orienté, puisque vous savez que le taux de résistance à la clarithromycine est d'environ 20%, variable selon les pays, mais en moyenne c'est 20%. Or, théoriquement, on ne peut utiliser un antibiotique en probabiliste que lorsque la résistance globale dans un pays est inférieure à 10-15%. Donc, théoriquement, on n'a pas le droit d'utiliser la clarithromycine si on n'a pas fait l'antibiogramme, puisqu'on est à 25%. Donc, nous avions deux instances en France qui sont arrivées à peu près au même résultat, avec des petites différences, mais bon, qui sont le groupe d'études français des hélicobactères, qui ont écrit une fiche des signaux généralistes et aux gastro-entérologues, que je vous mettrai, vous avez l'adresse du site à la fin de l'exposé, et l'HAS, qui est la Haute Autorité de Santé, qui a aussi fait ses recommandations, je vous dis avec des petites différences. Voilà l'algorithme de l'HAS pour le traitement d'infection Helicobacter pylori. Soit on peut avoir un antibiogramme et à ce moment-là, on va baser le traitement sur la sensibilité ou la résistance à la clarithromycine, soit ce sera le traitement probabiliste. Je n'entrerai pas dans le détail des traitements puisque c'est M. Touillon qui va le faire tout à l'heure. Les recommandations pour l'enfant, ce qui nous concerne, les recommandations pour l'enfant sont basées sur la détection de la résistance à la clarithromycine. Si la souche est sensible à la clarithromycine, on mettra en première attention la clarithromycine. Si elle est résistante, ensuite c'est le métronidazole, etc. Donc vraiment, tout est basé sur la sensibilité ou la résistance à la clarithromycine maintenant. Alors, comment s'inscrivent les techniques diagnostiques des infections hélicobactères dans ce contexte? Vous savez qu'il existe des techniques non invasives, donc pas besoin d'aller faire une endoscopie, test respiratoire, antigène dans les selles, sérologie, et des techniques invasives qui sont le test rapide à l'uréase, l'histologie et bien sûr l'obtention de biopsies et sur lesquelles on va pouvoir faire la culture et la PCR. Tout d'abord, la fibroscopie. La fibroscopie, ses avantages est qu'elle associe des techniques les plus sensibles, spécifiques, et c'est la seule qui permet de détecter chez l'adulte, bien sûr, des lésions prénéoplasiques. Son inconvénient, c'est son prix. Le risque est assez faible, mais c'est coûteux. Il faut aller faire l'endoscopie. Et surtout que si on parle d'autre chose, de détecter des lésions prénéoplasiques, pas de souci. Mais si c'est que pour rechercher Helicobacter, c'est quand même assez cher payé, puisque on fait environ, il est estimé à 1,2 million endoscopies par an, 600 000 pour recherche d'HP, seulement 200 000 seront positifs. Donc le rendement est tout de même, et
là-dessus. Quand on n'a que ça, c'est déjà bien. On fait le diagnostic d'hélicobactère, mais on ne fait pas le diagnostic de la sensibilité ou de la résistance. Donc il est basé sur la forte activité uréasique de l'Helicobacter pylori. L'urée qui est dans ce petit test est transformée en ammoniac Helicobacter avec un virage de l'indicateur de pH. 2 tests sont commercialisés, Clotest et Pyloritech. C'est assez facile, mais on met juste la biopsie dans le petit tube. Mais l'inconvénient de ce test est qu'il faut une certaine charge bactérienne. Or, on va le voir, on n'a pas toujours cette charge bactérienne dans les biopsies. C'est-à-dire qu'il faut pas mal de bactéries. L'inconvénient de ce test est qu'il n'est pas remboursé. Il a eu son succès en France, mais il n'est plus beaucoup utilisé. Et le laboratoire n'a aucun intérêt, c'est juste pour la salle d'endoscopie quand on ne peut pas faire autrement. L'examen histopathologique, c'est vraiment le test diagnostique le plus répandu, encore en France. On fait beaucoup de gastro-entérologistes ne font encore que l'histologie. C'est une méthode traditionnelle, les conditions de transport sont simples, c'est fixé, il n'y a pas de souci. On peut voir les bactéries en sensibilisant la méthode, en faisant ce qu'on appelle des DIMSA modifiés, où il existe d'autres colorations. Le seul souci est que ce diagnostic histologique dépend de l'expérience de l'histologiste. Si dans certaines études, on retrouve une sensibilité de 95%, et je vais vous montrer les résultats tout à l'heure un peu plus en détail, et pourquoi c'est comme ça. À Cochin, la sensibilité est de 77%, ce qui est faible, et à Poitiers, où travaille Christophe Burecoa, avec qui je travaille en étroite collaboration, la sensibilité dans son étude était de 50%. Ça veut dire que quand on fait l'histologie, une fois sur 2, on peut trouver l'hélicobacter. Par contre, l'histologie, elle est tout de même indispensable, pas pour détecter l'hélico, mais pour détecter les lésions histologiques, et elle va permettre d'évaluer le risque d'évolution néoplasique chez un patient. Donc, l'anatomopathologie est indispensable pour les patients de plus de 40 ans, et mauvais pour détecter l'hélicobacter, et bien sûr, on ne sait pas s'il est sensible ou résistant. Néanmoins, il a son utilité, je ne le jette pas. La culture. Alors, la culture, pareil, si vous avez envie de cultiver l'hélicobacter, vous aurez le site à la fin de l'exposé. Ce qui est très important et que vous devez, endoscopiste, vous devez savoir, c'est qu'il faut absolument arrêter les antibiotiques 4 semaines avant et surtout les IPP 2 semaines avant. Si vous n'arrêtez pas les IPP, donc les IPP augmentent le pH, et donc d'autres bactéries vont pouvoir être dans l'estomac. Et nous, ça nous gêne pour cultiver l'hélicobacter, qui est un peu délicat à cultiver. Donc c'est très important d'arrêter les IPP avant. Et moi, des fois, il m'arrive de rendre les résultats avec toute une flore bactérienne en mettant non-arrêt des IPP, parce que je le vois très bien. Donc, on prend 2 biopsies, on les met dans ces petits tubes qui sont très pratiques et sur lesquels l'hélicobacter reste en vie pendant au moins 24-48 heures. Et si ça doit durer plus longtemps, on peut même congeler ce petit tube à -20 et on le ressort quand on peut le techniquer. Cette culture, bien sûr, va nous permettre de faire des antibiogrammes avec ce qu'on appelle des E-tests. Et là, on va vous donner la série principalement à la clarithromycine et à la levofloxacine, qui sont les 2 molécules majeures. Pourquoi pas le métronidazole? Parce que le métronidazole, c'est très compliqué de détecter la résistance ou la sensibilité sur une boîte de pétri, parce qu'il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Donc moi, je le teste, mais plein de gens ne le testent pas. Alors, la PCR. La PCR, donc, c'est l'alternative à la culture. Vous allez voir qu'elle fait là 5 à 7% de mieux, au moins. La rapidité, en 2 à 3 heures, on peut avoir un résultat. Et l'intérêt de cette PCR, surtout, c'est qu'elle est couplée à la détection des mutations qui confèrent la résistance à la clarithromycine. Donc, non seulement on vous voit la présence ou absence d'hélicobacter, mais sensible ou résistant à la clarithromycine, ce qui va déjà vous aider beaucoup. Il existe des kits commercialisés, on va les voir, et on va voir que ça peut être fait aussi sur les selles. Donc, vous voyez là un exemple. Là, vous voyez
une souche résistante. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Des doubles populations. Les doubles populations d'hélicobactères sont relativement fréquentes, en particulier dans les pays où il y a une forte prévalence d'infection à hélicobactère. Alors voici une étude que nous avons faite à Cochin en comparant les méthodes invasives entre 2007 et 2019, incluant 1500 adultes et 500 enfants. Notre méthode de référence était la combinaison de 2 PCR, pour être bien sûr de ce qu'on faisait, la PCR traditionnelle dont je viens de vous parler, et une autre PCR avec un gène spécifique d'Helicobacter pylori, donc on était sûr de ce qu'on faisait et de ce qu'on trouvait. Et donc, quel est l'apport de la culture dans le diagnostic? Vous voyez ici la culture positive et la culture positive-négative en fonction de la charge bactérienne. Parce que grâce à cette PCR, si le signal sort très tôt, c'est simple, on sait qu'on a beaucoup de bactéries. S'il sort très tard, c'est qu'on a peu de bactéries. Donc on a raisonné comme ça. Et vous voyez que quand la culture est positive, c'est qu'on a beaucoup de bactéries. D'accord? Mais là, vous voyez que quand la culture était négative, on avait dans la plupart du temps très peu de bactéries. Donc quand on fait que la culture, on peut passer à côté de ces diagnostics. Et ensuite, on a regardé, vous savez que chez Helicobacter pylori, il existe un facteur de virulence qui s'appelle le gène CAG-A, qui est connu pour être un facteur de virulence oncogène. C'est celui qui permet la dédifférenciation des cellules, qui permet l'induction de l'inflammation et encore plein d'autres choses. Donc on a cherché quel était le statut CAG-A, si ces souches portaient ce gène de virulence. Eh bien, on s'est rendu compte que ces souches, ces biopsies dans lesquelles on avait une faible charge bactérienne, étaient le plus souvent associées à l'absence de CAG-A. Donc ça pose un problème parce qu'on peut toujours se dire, d'accord, on n'a pas trouvé ce diagnostic en culture, mais comme il n'y a pas le gène CAG-A, et on va le voir un peu plus loin, est-ce que cette perte de sensibilité est importante? Donc, la sensibilité de la culture par rapport à la PCR n'était que de 74%, et la charge bactérienne était faible dans 21%. Si maintenant on s'intéresse à l'histologie, la sensibilité de l'histologie, je vous l'ai dit, dans cette étude était de 77%. On a fait exactement la même chose. On a classifié les lésions histologiques en 3, enfin 4. Pas de lésions histologiques, histologie normale sur le compte rendu d'histologie, gastrite légère, gastrite modérée ou sévère, et ulcère et cancer, on va passer à côté, il n'y avait que quelques cas. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que quand il était spécifié histologie normale, on ne voyait pas non plus d'hélicobactères à l'examen direct à l'histologie. De plus, quand c'était normal, on n'avait que de faibles charges bactériennes et elles étaient toutes sauf une CAG négative. Donc il existe vraiment des situations où l'hélicobacter est là, où il ne fait pas beaucoup d'inflammation et il se multiplie tranquillement sans faire beaucoup de dégâts. Quand on passe à la gastrite légère ou à la gastrite sévère, vous voyez que la plupart du temps, on retrouve l'hélicobacter, que ce sont des fortes charges bactériennes et que CAG-A est le plus souvent présent. 39%, vous direz, c'est pas 100%, mais il n'y a que 30% des souches qui portent le facteur de virulence Helicobacter pylori. Donc là, c'était presque tout positif. Donc il y a une association entre la détection histologique des hélicobactères et la charge bactérienne et l'intensité des lésions histologiques, et l'intensité des lésions histologiques et le statut de CAG-A. La résistance aux antibiotiques, voilà, c'est ce que je vous disais, à Cochin, pendant ces 2 années, la résistance à la clarithromycine est de 22% si les patients n'ont jamais été traités à la clarithromycine, 23% chez les enfants, c'est pareil. Par contre, chez les enfants, on a moins de problèmes avec la lévofloxacine, bien sûr, parce qu'elle n'est pas donnée, donc en général, donc les taux de résistance à la lévofloxacine sont très bas.
Il en était de même dans cette étude de Lebsgan, on retrouve à peu près les mêmes résultats. Alors, je vous ai parlé de PCR, là c'était notre PCR à nous, qui est un PCR entre guillemets maison. Il existe maintenant des kits, au moins 3, ceux-là qui sont entourés, qui marchent bien. Donc maintenant, on va pouvoir faire, la plupart des laboratoires français s'équipent avec ces kits, et donc je pense qu'on va pouvoir faire des diagnostics un petit peu plus fiables et un petit peu plus faciles d'Helicobacter pylori. Et voici, là, ce sont toutes les équipes françaises, trois équipes françaises majeures, qui ont testé ces kits, et vous voyez que globalement, ils sont bons. Ça, c'est nous avons testé le kit Amplidiag, et là, il y a une petite différence qui est due au fait que nous avons regardé les faibles charges bactériennes qu'on ne voit pas toujours dans ce kit. Mais est-ce vraiment important? C'est une vraie question à laquelle je ne peux pas répondre aujourd'hui. On l'a mis en évidence, mais je ne peux pas vraiment répondre. Alors, les méthodes non invasives, les tests respiratoires, vous connaissez. Donc, ce test utilise la capacité d'Helicobacter à dégrader l'urée. Donc, on fait ingérer au patient de l'urée marquée au carbone 13 non radioactif, qui va être dégradé grâce à l'uréase présente dans l'estomac d'Helicobacter pylori. Il sera dégradé en ammoniac et CO2 marqué au carbone 13. Ce CO2 marqué au carbone 13 sera expiré. Il suffit de recueillir un échantillon, de l'air expiré, de mesurer la proportion de carbone 13 pour faire le diagnostic. Ce test, il existe 2 tests dominants sur le marché, ELIKit et le test InFine. Ces tests sont excellents, sont de très bonnes performances. En France, ils ne sont théoriquement remboursés que pour contrôler l'éradication. Néanmoins, il y a beaucoup de... On l'utilise aussi pour faire le diagnostic de l'éradication, de l'infection dans certains cas. Pareil pour ce test, il faut arrêter les antibiotiques et les IPP, sinon on aura ou des faux positifs. Il arrive qu'on puisse avoir des faux positifs. Il y a d'autres bactéries qui sont capables de dégrader l'urée, donc l'hémophilus par exemple. Ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. Ces tests, comme je vous l'ai dit, sont d'excellentes performances. Chez l'enfant, attention à l'enfant de moins de 6 ans qui présente des performances un petit peu plus basses qu'au-dessus de 6 ans. Donc c'est un petit peu plus délicat. L'antigène dans les selles, l'antigène donc est éliminé dans les selles, donc vous savez qu'il existe des tests immunochromatographiques. Ces tests immunochromatographiques sont meilleurs si on utilise ceux qui sont fabriqués avec des anticorps monoclonaux. Ils sont pratiques, ils sont réalisables dans tous les labos, ils sont adaptés aux enfants, puisque contrairement aux adultes, prendre des selles des enfants, c'est pas compliqué. Malheureusement, ils ne sont pas remboursés. C'est ça le seul souci. Sinon, ils sont plus utilisés. Ces tests ont aussi d'excellentes performances avant traitement ou après traitement pour vérifier l'éradication. Donc, en France, ils ne sont utilisés que pour ainsi dire que pour les enfants. La sérologie, elle est simple. Il existe un grand nombre de kits qui présentent des bonnes performances. Elle n'est pas utile pour le contrôle de l'éradication, puisque les anticorps mettent au moins 6 mois à disparaître, si ce n'est plus, après l'éradication de la bactérie. Donc on peut s'en servir comme dépistage, mais pas plus. Elle ne va pas vous donner la sensibilité de la bactérie, ni rien du tout. Donc on peut s'en servir comme dépistage. Et dans certains cas, quand les autres tests ne peuvent pas être pratiqués, par exemple un ulcère qui saigne, va aller prélever. L'atrophie glandulaire, pourquoi l'atrophie glandulaire? Parce que c'est logique, puisqu'Helicobacter s'accroche aux cellules épithéliales gastriques. S'il y a de l'atrophie, il ne peut plus s'accrocher. Néanmoins, il a provoqué des dégâts. Le lymphome du Malte et l'utilisation récente d'antibiotiques ou d'IPP, par exemple. Elle a sa place, la sérologie. Ce n'est pas le test principal, mais elle peut avoir sa place. Alors, le nouveau test, PCR dans les selles. C'est le kit Amplidiag qui a développé une technique pour permettre de faire exactement comme la PCR, le diagnostic d'Helicobacter, et en plus, il va détecter la sensibilité ou la résistance à la clarithromycine, ce qui évite
de faire une endoscopie, particulièrement intéressant chez l'enfant où il y a peu de risque de lésions néoplasiques. Donc, le patient, c'est une étude qui a été faite chez Christophe Delacroix à Poitiers. Le patient, à la maison, il est fourni une petite nacelle comme ça, il récupère ses selles, il met ses selles dans ce petit tube avec les couvillons, il envoie ça par la poste. Quels sont les résultats? Donc sur 1086 patients, il y a à Poitiers, ils n'ont pas la même prévalence que nous, et il n'y a que 15% des patients qui avaient une endoscopie qui présentent une infection à Helicobacter pylori. Et vous voyez que la sensibilité et la spécificité sont bonnes, puisqu'elles sont de 96% et 98%. La détection à la résistance, ce kit a détecté des résistances que nous n'avons, enfin que Christophe n'a pas retrouvées en test ou en PCR, traditionnel. Donc la sensibilité de 100%, spécificité un peu moins. Donc, vous voyez qu'avec ces chiffres, on peut tout à fait utiliser, voilà les faux positifs. Là, c'était en fait des cousins d'Helicobacter, donc qui se trompent pas tant. Et là, il en a détecté un qui n'avait pas été retrouvé autrement. Donc, ce test présente une très bonne compliance. 92% des selles, bon, c'était un protocole, hein, donc les gens étaient motivés. 92% des selles étaient envoyées par la poste, 5 minutes de technique, 61 minutes d'automate, 35 € et 2h20 de PCR. Et on a le résultat. Donc en conclusion, maintenant qu'il existe des kits fiables, en sachant les petites limites de ce que je vous ai dit, des faibles charges bactériennes, mais je vous ai dit, je ne peux pas encore répondre à cette question aujourd'hui, mais en gros, ces kits sont fiables. En France, normalement, nous devrions, parce que les PCR ne sont pas encore remboursés en France, nous devrions avoir un avis favorable de l'HAS qui nous le promet depuis environ une dizaine d'années, mais ça devrait arriver. Donc, si ces tests étaient remboursés, vous voyez que ce test de PCR dans les selles pourrait bien arriver. Donc voilà, pour en savoir plus, vous avez plein de renseignements sur le site helicobacter.fr. Et si vous en avez envie, nous avons notre congrès annuel le 24 juillet à Annecy. Je vous remercie. Merci Madame pour cet exposé qui a répondu en quelque sorte à quelques questions qu'on a eues ce matin à l'accueil, comme c'est le café d'accueil. Il y avait déjà un débat. Donc il y avait beaucoup de questions. Moi je pense qu'on va regrouper les questions, puisque c'est le même sujet. On va laisser donc donner la parole à Patrick Tozou pour la suite. C'est les aspects cliniques, diagnostiques et thérapeutiques de la gastrite à HPI. Toi la parole. Merci beaucoup. Voilà, le problème technique est résolu. Bonjour à tous. Donc moi je vais parler de la partie clinique bien évidemment, même s'il va y avoir quelques recoupements, ça me permettra d'aller vite. Donc déjà, la prévalence de l'Helicobacter pylori, elle est importante un peu partout dans le monde, mais vous voyez très clairement que dans d'autres continents, elle est plus importante que notamment en Europe, même si dans le nord du continent, elle est moins importante que dans le sud. Mais vous voyez, en revanche, c'est 65% de contamination à Helicobacter pylori. Donc c'est une affection qui, j'ai entendu ce matin, vous intéressait, et à juste titre, puisque c'est très fréquent. Donc moi je vais vous parler des recommandations de l'ESPGHAT, de la Société européenne et de la Société nord-américaine de gastroentérologie pédiatrique. Vous allez voir, comme toujours dans les recommandations, mon principe c'est de suivre les recommandations quand je suis d'accord avec elles. Et là, il y a des choses où on n'est pas d'accord et on continuera à faire comme on veut. Et encore, c'est la gastro, je ne vous dis pas en nutrition, souvent je fais même le contraire, comme je vous l'ai dit hier. Donc, première question, cliniquement, quand est-ce qu'il faut évoquer chez l'enfant, et exclusivement chez l'enfant, une infection à Helicobacter pylori? Donc déjà, il y a des facteurs qui favorisent l'infection à Helicobacter pylori. Il y en a un dont on vient de parler, le milieu social défavorisé, probablement par une promiscuité qui favorise la transmission de l'infection, le polyhandicapé, probablement pour les mêmes raisons, les enfants vivant à l'institution, toujours pour les mêmes raisons, et dans les antécédents familiaux d'ulcères, là aussi,
Ulcère veut dire qu'il y a un hélicobactère, une ulcère duodénale, un hélicobactère pylori et donc une contamination qui est un peu plus importante. Alors j'ai emprunté cette diapositive qui me plaisait bien à Thierry Lamiraud, avec bien évidemment son autorisation. Quand on fait une fibroscopie, on avait fait une étude qui avait confirmé une autre étude faite à Lille, on trouve souvent, selon l'endoscopiste, des anomalies. Les endoscopistes n'aiment pas dire normal. Et je ne sais pas si vous lisez les comptes rendus des endoscopies, mais c'est rarement normal. Et moi j'insiste auprès de mes jeunes pour leur dire, quand c'est normal, écrivez normal. Il n'y a pas de honte à trouver une endoscopie normale, comme il n'y a pas de honte à trouver une pH-métrie normale. Mais on a du mal, parce que c'est un examen invasif, sous anesthésie générale, et donc on a du mal à dire que ça ne servait à rien. Donc dans plus de 80% des cas, vous voyez, on trouve une gastrite chronique asymptomatique. Et c'est ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire qu'on ne voit pas grand-chose ici. Hein. Moi j'aurais répondu normal, mais on trouve une gastrite chronique et ça enclenche tout un tas d'examens. Très rarement, chez l'enfant en tout cas, une gastrite chronique atrophique ou une métalpathie intestinale, je crois que je n'en ai jamais vu chez l'enfant. Et l'ulcère qui, vous le savez, est beaucoup plus rare, l'ulcère duodénal, chez l'enfant qu'il n'est chez l'adulte. Nous, on en voit 1 à 2 par an maximum. Et Dieu sait qu'on fait des endoscopies. Enfin, l'adénocarcinome ou le lymphome de Malte dont Josette a parlé ne se voit pas chez l'enfant, et ce qui a l'avantage de ne pas rendre obligatoire les endoscopies, contrairement à l'adulte. Donc voilà ce qu'on voit. Donc vous voyez que essentiellement, ça ne donne pas grand-chose, hein, les atteintes digestives. Alors cliniquement, vous y pensez bien évidemment devant des douleurs abdominales. Ça, ce sont les recommandations de l'ESGA, mais que j'ai un peu améliorées. Donc il faut, et on va y revenir, il faut qu'il y ait des ulcérations ou des érosions gastriques ou duodénales. C'est vrai que ça donne des ulcères duodénaux, mais ça peut aussi donner des érosions, voire des ulcères gastriques. Donc les signes sont bien sûr les douleurs épigastriques, bon, ça tout le monde y pense. Les douleurs qui réveillent la nuit ou qui sont rythmées par les repas, ça nous rappelle bien évidemment les douleurs des ulcères duodénaux. Le plus simple, ça reste quand même le saignement, l'hématémèse qui est relativement simple à diagnostiquer, le ménéna qui est beaucoup plus dur, parce que souvent c'est la couleur des selles, mais c'est les parents qui rapportent la couleur des selles. Et puis la stagnation pondérale, si on commence à faire des endoscopies pour rechercher un hélicobactère chez les enfants qui ont une stagnation pondérale, je pense que ça va augmenter le recrutement. Ce que dit l'ESGAN, et là je veux bien suivre ça à moitié, c'est qu'en l'absence d'érosion et d'ulcère, c'est pour ça qu'ils ont fondé là-dessus, le traitement d'une infection à Helicobacter pylori ne fait pas disparaître les douleurs abdominales. Nous, ça nous arrive assez souvent de voir des enfants qui ont eu une endoscopie parce qu'ils avaient mal au ventre. Vous imaginez, les enfants qui ont mal au ventre, c'est quasiment un tiers des enfants, et encore, peut-être même plus. Donc, on fait une endoscopie, on peut tomber sur un hélicobactère par hasard, mais à ce moment-là, s'il n'y avait pas de lésion endoscopique, ce qui est le cas le plus fréquent et de très très loin, il n'y a pas de corrélation, et ça c'est important, il n'y a pas de corrélation entre l'éradication d'hélicobactères et la disparition des douleurs abdominales. Ce qui fait réfléchir, est-ce que lorsqu'il y a un hélicobactère, c'est l'hélicobactère qui est à l'origine de la douleur, ou est-ce que c'est des douleurs abdominales qui coïncident avec la présence asymptomatique d'hélicobactères? Donc en tout cas, devant des douleurs abdominales fonctionnelles, qui encore une fois sont extrêmement fréquentes en pédiatrie, il ne faut pas rechercher d'hélicobactères. Dans les services de gastro, donc un peu spécialisés, on le recherche infiniment moins que dans les services de pédiatrie générale où ils ont l'endoscopie facile devant des douleurs abdominales. Beaucoup de signes ne sont pas des indications à rechercher hélicobactères. D'abord des signes de reflux, là aussi on le voit, hein, quand c'est une brûlure rétrosternale qui remonte, ça n'est pas un signe d'hélicobactère. Bien sûr les douleurs abdominales fonctionnelles, périombilicales, avec des douleurs qui ne semblent pas vraiment affectées, qui sont aggravées par certaines situations de la vie. Les éructations, ça on le voit souvent. Les enfants qui éructent, je vous rappelle que l'air qui est dans l'estomac est presque toujours de l'air ingéré. Et donc les éructations sont dues à des avaleurs d'air, hein, qui est une espèce de tic qu'on
pas d'air dans l'estomac, contrairement au côlon. L'halitose, ça on le voit souvent, la mauvaise haleine. On voit souvent cette indication-là, c'est-à-dire les enfants qui ont une mauvaise haleine et chez lesquels on recherche un Helicobacter pylori. La mauvaise haleine, c'est bien sûr soit une mauvaise hygiène bucco-dentaire avec des anomalies dentaires, mais je vous rappelle aussi que ça peut être la traduction d'un intestin irritable, puisque dans un intestin irritable, il y a une production de gaz au niveau colique. Ces gaz peuvent être absorbés et exhalés. Et donc, devant une halitose, on recherche plutôt un intestin irritable qu'un Helicobacter pylori. La diarrhée, bien évidemment, la malnutrition et le retard de croissance statural. Je mets statural parce que vous vous souvenez tout à l'heure, on avait mis retard de croissance pondéral. Devant toutes ces situations-là, et c'est les ESGAN qui le dit, et je partage totalement leur avis, il ne faut pas chercher l'hélicobacter. Deux points particuliers, et le premier, c'est l'anémie fériprive. Première maladie nutritionnelle de la planète, la carence en fer. Devant une anémie fériprive, ne pas avoir le réflexe de rechercher un hélicobacter. La majorité des anémies fériprives sont des anémies par carence d'apport, beaucoup plus que par saignement chez l'enfant. Chez l'adulte, c'est plus par saignement, sauf chez les femmes. Et c'est d'ailleurs dû à des saignements mais physiologiques. Donc, avant tout, on recherche une carence d'apport, notamment une carence de consommation de produits carnés, vous êtes beaucoup moins touchés que nous en France. Et devant une anémie fériprive qui semble réfractaire au traitement ou qui est récidive, alors que les apports carnés ne sont améliorés, à ce moment-là, il faudra faire une recherche d'Helicobacter pylori. C'est des petits saignements chroniques par ulcération, mais aussi l'utilisation d'Helicobacter pylori, du fer par Helicobacter pylori. Donc, anémie fériprive réfractaire, pensez à Helicobacter. La deuxième situation, c'est le PTI, le purpura thrombopénique immunologique chronique. Et là, la recherche systématique d'une infection à Helicobacter pylori est recommandée car elle améliore le pronostic du PTI. Et c'est une des rares indications, on verra avec Josette ce qu'elle en pense, à rechercher par des tests non invasifs, notamment lorsqu'il y a une thrombopénie, qui est bien sûr le signe de la maladie. Et donc lorsqu'il y a une thrombopénie, ça peut être une indication au test non invasif. Alors, voilà une étude qui montre pourquoi ça améliore le pronostic. Vous voyez, c'est une étude randomisée, donc tout à fait correcte au point de vue méthodologique, où on a regardé l'effet sur 6-9 mois de l'éradication ou pas d'Helicobacter pylori sur l'élément qui permet de juger le PTI, c'est-à-dire l'énumération plaquettaire. Le seul point limite, c'est qu'il y a très peu d'enfants. Vous voyez ici dans le groupe où Helicobacter a été éradiqué, l'amélioration, donc durant la période du nombre de plaquettes, vous voyez beaucoup de plaquettes qui ont augmenté. Certains, bien sûr, n'ont pas guéri, ce n'est pas un traitement miracle, alors que dans le groupe témoin, où il n'y a pas eu d'éradication d'Helicobacter pylori, vous voyez qu'à part celui-là et celui-là, peut-être celui-là qui s'est amélioré, la plupart ne se sont pas améliorés. Il y a une différence significative. Donc, dans le PTI, n'oubliez pas de rechercher Helicobacter pylori. Pas d'indication à dépistage familial, ça aussi on le voit souvent. Donc le dépistage et le traitement d'une infection à Helicobacter pylori chez les parents ou les frères et sœurs, contrairement à ce qu'on a beaucoup entendu, ne réduit pas le risque de réinfection de l'enfant. Et à chaque fois, il y a quelques années, je me souviens, tout le monde avait pratiquement une fibroscopie. On envoyait les parents en endoscopie adulte pour qu'ils aient une fibroscopie. Aujourd'hui, en tout cas pour l'enfant, ça n'est pas une indication, sauf bien évidemment si les membres de la fratrie ou les parents ont des signes comme l'enfant. C'est-à-dire que, comme c'est une maladie contagieuse, si l'enfant qu'on voit un Helicobacter pylori, on va rechercher les symptômes qui pourraient évoquer Helicobacter pylori chez les parents et les frères et sœurs. Mais pas de recherche systématique si les gens ne se plaignent de rien. Je ne sais pas quelle est votre expérience, mais généralement, je vois la même chose pour beaucoup de maladies cœliaques. Lorsque on détecte une maladie chez un enfant, donc celui qu'on voit, et qu'on demande aux parents s'ils ont des signes, alors nous en gastro c'est un signe très simple, c'est des douleurs abdominales ou des troubles du transit. C'est étonnant de voir le nombre de gens qui n'ont aucun problème à ce moment-là, tellement ils ont peur qu'on leur fasse des examens. Donc je suis assez étonné. Comment ? La PCR va changer. La PCR peut peut-être changer.
Et donc ils ont peur, mais pour la maladie cœliaque, chez l'adulte, pour l'instant, ça ne changera rien. Donc on leur pose la question, mais souvent ils se plaignent de rien, en tout cas ils n'osent pas le dire. Alors là, je vais aller très vite, parce que bien évidemment, Josette l'a bien développé mieux que moi. Donc je vais peut-être juste insister sur certains points qui me concernent davantage. L'endoscopie. Alors l'indication, bien sûr, c'est tous les symptômes dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a aussi des non-indications. Et le diagnostic, bien sûr, ne se fait que par les biopsies. Il faut qu'il y ait soit des érosions, soit des ulcérations gastriques ou duodénales. Sincèrement, moi qui ai vu, comme tous les gastros, des centaines de gastrites et Helicobacter pylori, je peux vous dire, et les chiffres tout à l'heure le montraient, que les érosions et les ulcérations gastriques ou duodénales sont largement non dominantes. C'est-à-dire que c'est assez rare de trouver ça. Alors, le grand problème de l'ESGAD, c'est la gastrite nodulaire. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, cet aspect pavimenteux. Ça, c'est pour nous, gastro-entérologues, l'aspect typique d'une infection à Helicobacter pylori. On le voit très bien, jour frisant, on arrive à voir cet aspect pavimenteux. Et là, autant les érosions et des ulcères, j'en ai vu très très peu, autant cet aspect pavimenteux, je l'ai vu extrêmement souvent. On reviendra pour voir pour le traitement. Et l'ESGAD ne recommande pas de faire des biopsies gastriques lorsque la muqueuse est normale. Alors là, c'est une grande discussion parce que souvent, quand on fait des endoscopies, on se dit pendant qu'on y est, on va faire des biopsies. Ne serait-ce que si dans quelques années il y a une autre pathologie, on aura au moins un point de départ. Donc c'est une discussion assez importante parce que si on fait des biopsies sur une muqueuse gastrique et qu'on trouve un Helicobacter pylori, on va voir tout à l'heure qu'on va être bien embêté. Bon, pour les endoscopistes, voilà toutes les biopsies qu'il faut faire, avec notamment s'il y a besoin d'un test de base ou une PCR. Et comme Joseph l'a dit, 2 semaines d'arrêt des IPP, 4 semaines des antibiotiques. La confirmation du diagnostic, donc là je vais aller très vite, c'est soit la culture, soit la présence d'Helicobacter pylori à l'histologie, plus le test d'uréase ou le PCR. J'insiste pas, Josette a bien développé. Pareil pour le test respiratoire. Surtout, alors là encore, le test respiratoire, normalement, c'est lorsque l'endoscopie est impossible. Sincèrement, en pratique courante, ça nous arrive, et je pense qu'on n'est pas les seuls, à faire des tests respiratoires lorsqu'on a un enfant et s'il est positif, de traiter. Donc, même si ce n'est pas la bonne recommandation, notamment à cause des résistances antibiotiques, bon, ça nous arrive de le faire à tous. La vraie indication, et Joseph l'a dit, c'est le contrôle de l'éradication. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est commencé à ce moment-là. Ou bien, justement, quand il y a des faux négatifs, toujours après arrêt des IPP et des antibiotiques. Donc, mais Joseph l'a dit, donc je ne vais pas insister là-dessus, beaucoup de faux positifs avant 6 ans, notamment soit parce qu'à cet âge-là, ils ne déglutissent pas totalement le produit et donc ça reste un petit peu dans la bouche et il y a des bactéries buccales qui produisent de l'uréase qui n'est pas expiré, celui-là, ou un volume de distribution qui est moindre avec une production de CO2 qui est moindre. La recherche d'antigènes bactéries d'Helicobacter pylori dans les selles par anticorps monoclonaux, on ne va pas insister dessus. Et la sérologie, par contre, Josette a dit qu'il y avait des indications, mais peut-être chez l'adulte. En tout cas, chez l'enfant, il n'y a pas d'indication à faire de sérologie. Comme toutes les sérologies, on ne peut pas distinguer une infection actuelle d'une infection ancienne. Donc, si vous voulez savoir si quelqu'un a eu une infection à Helicobacter pylori, vous pouvez regarder, mais c'est la seule indication. En tout cas, ce n'est pas une indication pour faire le diagnostic. Alors, donc, j'ai été assez vite parce que Josette avait bien développé. Donc, on va insister un peu plus sur le traitement. Donc, la lévofloxacine, comme l'a dit Josette, n'a pas d'indication, n'a pas d'AMM en tout cas, chez l'enfant. Donc, on va pouvoir se faire autour d'autres choses. Alors, pour l'ESGAD, la seule indication véritable du traitement d'Helicobacter pylori, c'est la présence d'érosion d'ulcération gastrique ou duodénale. Le problème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que ce n'est pas la situation la plus fréquente. Loin de là. Donc, pour eux, c'est la seule et unique indication. Et on avait fait une réunion entre collègues là-dessus
pour lire, pour voir si, et Nicolas Gallage d'ailleurs était là, il a confirmé que c'était bien ça, si on écoute les SGAN devant une gastrite nodulaire, qui de très loin est le signe endoscopique devant lequel on évoque un Helicobacter pylori, de très très loin. Si on a fait une gastrite nodulaire, d'abord on n'est pas obligé de faire une biopsie, qui déjà est des limites, mais si on les a faites quand même et qu'on a trouvé Helicobacter pylori, ce qui dans mon expérience est dans plus de 80% des cas, donc quand même le lien est assez important, eh bien ce que dit les SGAN est assez délirant. Il dit bah, vous n'êtes pas obligé de traiter, mais par contre il faut voir les parents et leur dire voilà, on n'est pas obligé de traiter parce que donner des antibiotiques ça crée des résistances, ça modifie la flore intestinale, etc. Mais je suis obligé de vous prévenir que si on ne le traite pas, votre enfant pourra faire un lymphome de Malte ou un adénocarcinome plus tard. À vous de choisir. Je ne sais pas si ils ont déjà vu, vous savez, c'est comme l'ANSES hier, est-ce qu'ils ont déjà vu des patients? Alors Nicolas Gallage, je sais qu'il en voit, mais je trouve ça absolument délirant. Mais quand on lit les SGAN, c'est ça. Hein. C'est à vous de choisir, vous savez, il peut mourir d'un cancer, mais maintenant, on ne va quand même pas. Voilà. Bon, nous, on est très très clair, on trouve une gastrite nodulaire, on fait une biopsie et on traite. Et il y a toutes les découvertes fortuites, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a fait une biopsie pour autre chose, et puis mince, on tombe sur un Helicobacter pylori. Et bien ils disent la même chose. Il faut leur dire, bah, écoutez, il n'avait pas de symptômes, c'est une découverte fortuite, il n'y a aucune raison de lui donner des antibiotiques, ça modifie la flore, ça va faire des résistances, mais je dois vous avouer qu'on ne sait pas comment ça va devenir, et peut-être qu'un jour il fera un lymphome de Malte ou un adénocarcinome, à vous de choisir. Très clairement, ce que j'ai mis en rouge, c'est ce que je pense, moi, et on n'est pas les seuls, c'est, pour nous, dans le service, c'est très clair, on trouve un Helicobacter pylori, quelle que soit la situation, on traite. Ça nous paraît inimaginable de faire autrement. Et non, on n'est absolument pas les recommandations de l'ESGAN. Je demanderai à la bactériologiste ce qu'elle pense des résistances qu'on crée comme ça, mais ça nous paraît impensable de demander aux parents, parce que c'est quand même ce qui est marqué, qu'est-ce que vous en pensez? On traite ou pas? Non, franchement, ça me paraît difficile. Alors le traitement, c'est assez compliqué, hein, il était beaucoup plus simple avant, mais en réalité, quand on le... Là, j'ai essayé de faire un raisonnement. Donc, en première intention, comme Josette l'a dit, en première intention, c'est IPP, amoxicilline et clarithromycine pendant 15 jours, si l'enfant est sensible à la clarithromycine. Donc, quand on a fait des biopsies et une culture. Sinon, si la sensibilité est inconnue, on n'a pas pu faire on n'a pas pu trouver ou pas pu faire l'antibiogramme. Dans ce cas-là, c'est une amoxicilline à forte dose, je vous donnais les fortes doses tout à l'heure, plus métronidazole pendant 14 jours. Et les IPP ne seront poursuivis plus de semaines que s'il y a des érosions. Là encore, hein, les IPP s'arrêtent en même temps que les antibiotiques s'il n'y a pas d'érosion ou d'ulcère. S'il y a un échec de ce traitement ou une résistance connue à la clarithromycine, parce que ici il faut qu'il soit sensible à la clarithromycine, cette fois c'est IPP, amoxicilline, métronidazole, 14 jours. Si maintenant il y a un échec ou une résistance connue au métronidazole, un échec de ça, ou une résistance connue au métronidazole, dans ce cas-là, c'est IPP, amoxicilline à forte dose, plus métronidazole pendant 14 jours. On fait quand même s'il y a une résistance connue. Et au-dessus de 12 ans, on peut utiliser le Pilera, je ne sais pas si vous avez ça ici, qui associe du bismuth, métronidazole, tétracycline pendant 10 jours, plus des IPP, bien évidemment. Vous avez ça ici? Oui. Par contre, le traitement séquentiel, à une époque, on a voulu utiliser le traitement séquentiel, qui était compliqué, ne serait-ce que pour faire les ordonnances, pour que les parents comprennent bien et qu'ils prennent bien les antibiotiques. Il n'y a pas d'indication de traitement séquentiel. Vous savez, il y a eu une période où on faisait le traitement des trois en même temps, puis il y a eu cette période de traitement séquentiel, et on oublie maintenant le traitement séquentiel. Alors, voilà l'algorithme qui est dans l'article, mais que j'ai essayé de simplifier en vous donnant ce que je vous ai donné juste avant. Donc, en cas de résistance à la clarithromycine, ou si l'enfant a déjà été traité par clarithromycine, eh bien, on regarde s'il y a une résistance à au métronidazole. Si oui, on fait ce que je vous ai dit, c'est-à-dire des fortes doses d'amoxicilline, métronidazole ou le bismuth. Et s'il n'y a pas de résistance, PPI, amoxicilline, métronidazole. S'il n'y a pas de résistance à la clarithromycine ou un traitement antérieur, ou si on ne sait pas
Dans ce cas-là, si on ne sait pas, c'est des fortes doses. Si on sait qu'il n'y a pas de résistance, c'est IPP, amoxicilline, clarithromycine, c'est ce que je vous ai résumé tout à l'heure. Alors voilà les posologies qu'il faut donner. Ici, vous avez les posologies des IPP, donc vous voyez qu'ils sont un peu supérieurs aux posologies habituelles. Les posologies de l'amoxicilline et l'amoxicilline à forte dose, parce que c'est les deux situations qu'on peut rencontrer, la claritro et le métronidazole. Vous trouvez ça bien évidemment dans l'article que je vous ai cité. Enfin, comment contrôler l'éradication d'Helicobacter pylori? D'abord, le contrôle de l'éradication doit être systématique. Donc toujours à au moins 4 semaines après l'arrêt des antibiotiques et 2 semaines après l'arrêt des IPP. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les tests non invasifs, dont c'est l'indication ici, qui doivent être faits à cette occasion. C'est-à-dire, heureusement, on ne refait pas une endoscopie systématiquement aux enfants pour vérifier. Et c'est pas parce que les enfants ont guéri que l'hélicobacter a été éradiqué, ce qui montre bien encore que le lien entre infection à l'Helicobacter pylori et présence de douleur abdominale est beaucoup plus flou qu'on ne le croit. Voilà, donc pour terminer et voir les messages qui me paraissent importants à retenir. Le premier, donc, c'est qu'on doit rechercher un Helicobacter pylori devant des douleurs abdominales évocatrices et non pas toutes les douleurs abdominales, surtout une anémie fériprive réfractaire ou un PTI. Le diagnostic repose donc sur l'endoscopie. Il est confirmé par la culture, les biopsies, l'histologie, la PCR, etc. Mais, comme je vous l'ai dit, dans certains cas, les tests non invasifs qui ne sont théoriquement pas des moyens diagnostiques, mais uniquement des moyens pour vérifier l'éradication, j'ai mis un plus ou moins parce que ça nous arrive tous de se contenter d'un test respiratoire. Et Josette a bien montré que les tests respiratoires avaient une excellente sensibilité. J'étais à côté de Robert Cohen qui me disait qu'on n'a jamais ça en infectiologie, donc c'est un bon test pour pouvoir faire le diagnostic de manière non invasive. Donc toute infection, pour moi, ce qui n'est pas la considération des SGAN, mais pour moi c'est inimaginable de ne pas traiter un Helicobacter pylori quand on le trouve. Le traitement en première intention, c'est IPP, amoxicilline, clarithromycine pendant 14 jours et éradication systématiquement contrôlée par des tests non invasifs. Je vous remercie. Sur des moyens diagnostiques, thérapeutiques de l'infection HP qui va soulever beaucoup de questions certainement. Beaucoup de questions qui sont encore sans réponse dans le domaine de cette infection. Franchement, comme les recommandations le stipulaient, c'est-à-dire qu'il ne faut pas traiter si l'enfant est asymptomatique. La question, à quel point peut-être dans l'avenir on peut le prouver, c'est-à-dire si on se trouve avec une seule croix que l'enfant est asymptomatique, on peut se permettre de ne pas traiter dans une région où l'HP fait rage, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'infections. Si on va s'amuser à traiter ces cas-là, je crois qu'on va se trouver avec des situations de résistance incroyables. La question peut-être, dans quelle mesure une croix d'HP chez un enfant asymptomatique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas engendré de problème, cet HP pourra engendrer des lésions dans la vie. Ça, c'est une question. Et ça me renvoie à une question. C'est-à-dire que les anapathes, d'ailleurs, j'ai vu que les adultes parfois ils croient et s'abstiennent. Quelle est la corrélation? Parfois on trouve une croix, 2 croix, 3 croix. C'est symptomatique, d'accord? Il est aussi symptomatique ou asymptomatique. Quel crédit on peut donner à ces réponses? Je vais peut-être donner la réponse clinique, puis après, José donnera la réponse de résistance. Cliniquement, à partir du moment où on trouve un Helicobacter pylori, on ne sait pas comment ça va évoluer, il y a toujours un risque de lymphome, un risque d'évolution défavorable, et une croix ou pas, sauf si bien sûr c'est lymphome positif, ça me paraît difficile. D'ailleurs, Lesgal, encore une fois, dit que quand on trouve Helicobacter pylori de manière fortuite, il faut prévenir les parents et leur dire, donc, les informer qu'il y a un risque de lymphomatome ou d'adénocarcinome. J'imagine pas, quand on a dit ça aux parents, de dire, mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas traiter, hein, ça va pas passer tout seul. Enfin,
Donc moi, en tout cas, je traiterai systématiquement. Maintenant, ça pose un problème de résistance et ça, je vous aide de répondre. En effet, dans les pays de forte prévalence, c'est sûr que ça ne peut pas se permettre de traiter chez vous 50% de la population. Mais en fait, si on raisonne bien, c'est pas 50% de la population qui vient vous voir parce qu'on a besoin. Vous devez vous voir que les gens qui ont des symptômes théoriques. Donc, ça, ce sont des problèmes en fait théoriques, mais vous en avez. Quand un enfant vient, s'il vient parce qu'il a des symptômes, et parce qu'il a mal, donc les gens qui vont, enfin, il me semble, hein, c'est logique. Les gens qui vont ne viennent pas vous voir, on ne va pas les chercher. Quand je parle de ce qui a été soulevé tout dans la Patrick, c'est-à-dire que c'est la découverte fortuite, je veux dire, de l'HP, et que là, n'a pas de signal courant, on ne va pas se mettre dans une situation où on va donner le choix, on va rencontrer Dieu ou pas. Qu'est-ce que vous appelez une croix d'hélicobactère? C'est l'enfant qui a une maladie, une suspicion de maladie cœliaque, par exemple, et puis l'endoscopiste, en passant, fait une biopsie gastrique. Bah, vaut mieux ne pas la faire dans ce cas-là. Qu'on a vu des situations où il ne faut pas mettre tout sur le dos de l'HP. On a vécu des cas cliniques vraiment démonstratifs. On a vu le cas d'une petite qui venait pour des vomissements incoercibles, à tel point il commence à se déshydrater. On l'hospitalise et on fait la fibrome, entre autres, etc. On trouve l'HP. Pour la première fois, il a été traité. Deuxième fois. Troisième fois, il n'y avait pas l'HP et pourtant il avait la même symptomatologie. C'est à ce moment-là, ça a commencé à. Mais les vomissements ne sont pas un signe de Non, justement, les vomissements, je voulais rajouter, c'était magnifique. Alors, c'était finalement quoi? On a remarqué que la symptomatologie s'estompe chaque fois qu'il est hospitalisé. Donc, quand on a fait une petite recherche, on a trouvé que le père, c'est un frère et qu'il faisait des scènes d'exorcisme, c'est-à-dire il traite les hystériques. Et c'est des scènes qui terrorisaient la petite, et quand on l'extrait, on la met en hospitalier, tout s'estompe. Donc, c'était finalement pas l'HP, c'est psychogène. Ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas, c'était une fille qui aussi vomissement abdominal et fibroscopie à l'époque, il y a longtemps. Et le médecin qui l'a appris, c'est suspicion d'HP. Alors l'HP, oui, c'était positif, traité, mais les douleurs ont persisté. Les douleurs avec les vomissements. Alors finalement, c'était quoi? C'était une maladie cérébrale, l'atrophie vénosicaire totale. Et à l'époque, on n'avait pas les anticoagulants transglutaminase. Dès qu'il a été mis sur les santé, tout est rentré dans l'ordre. Donc le coroner, trouver l'HP, c'est pas forcément lui qui est le responsable de sa santé. On est d'accord. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a trouvé l'HP, on sait que quand même les disparitions spontanées ne sont pas fréquentes. Qu'est-ce qu'on fait de cet enfant qui a une épée de Damoclès, certes très haute, le risque de lymphonomale des éducations est très faible, mais il n'est pas nul. Donc c'est ça le souci. Je voudrais préciser quelque chose dans la physiopathologie de l'infection. L'infection s'acquiert dans l'enfance, qui est adulte. On n'acquiert pas l'infection à l'âge adulte. Mais une fois, dans les premières années de la vie, quelques études ont montré qu'on pouvait perdre l'hélicobacter dans les premières années de la vie. Mais une fois qu'il est établi, il ne bouge plus. Pour preuve, les quelques études qu'on fait en études génétiques sur des souches qu'on isole chez des patients, j'en ai fait, on a deux publiés, sur des patients, des fois avec une souche avec 10 ans d'écart. Le patient a été traité, il allait mieux et il récidive. On se dit il est réaffecté par un nouvel hélicobacter. Non, c'est toujours le même hélicobacter. D'une façon, en études moléculaires, c'est toujours le même hélicobacter qu'on garde toute sa vie. Ça change aussi des choses. Zahida. Et puis après, Hida. Pour contextualiser un petit peu les recommandations. Donc, tout d'abord, il faut dire que l'infection est fréquente chez nous. Donc, chaque fois qu'on la cherche, donc on le trouve dans plus de 60% des cas. Ça d'une part. D'autre part, peut-être il y a une particularité d'ailleurs qui sort de toutes les séries maghrébines. Sur le plan histologique, on a une grande partie des gastrites atrophiques. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Et j'ai une question. Pour ce dilemme et ce controverse traité ou pas traité, est-ce que dans l'avenir proche, est-ce qu'on ne va pas se baser sur le profil, c'est-à-dire la virulence du germe? Parce qu'on a fait une étude sur le PCR,
dans notre contexte, les CAG A, donc c'est assez important par rapport aux autres. Donc c'est un gène qui est un petit peu virulent. Oui, la virulence c'est un vrai problème puisque la protéine CAG A est le premier oncogène reconnu bactérien. Donc c'est un vrai problème. Mais il faut encore, c'est justement le propos de ce que je vous ai montré, de ce qu'on a fait comme étude à Cochin. Maintenant qu'on a montré que vraiment, de façon évidente, non seulement les lésions étaient moins importantes quand c'était calmois, mais aussi qu'il y avait moins de charge bactérienne, après il y a une vraie étude clinique à mettre en place. Là, pour le moment, On peut avoir un lymphome de carcinome sans avoir claqué. Alors le lymphome c'est complètement différent, c'est une autre étude qui a été faite à Pasteur. On a montré que les souches responsables du lymphome du Mark sont certainement, en tout cas c'est en partie ce qu'on a montré, un clone particulier. Et ce sont des souches qui n'ont aucun facteur de violence. Juste pour modérer ce qu'on dit sur CAG-A. C'est pas au Maroc. Moi, j'interviens à Helicobacter comme infectiologue dans deux circonstances. Des hélicobactères très résistants, on me demande un avis. Et deuxièmement, qu'est-ce que c'est l'Helicobacter dans la prescription d'antibiotiques? Est-ce que vous avez une idée combien représente chez l'enfant les prescriptions pour l'Helicobacter? Très peu, non? Moins de 1%. Largement moins d'1%. Alors quand je vois cette restriction de patients qui ont été faire une fibroscopie et on leur dit, madame, d'abord, dans les recommandations qui sont ridicules, on dit toujours aux parents, on leur demande leur avis, on a traité même pour une otite. Voilà, il vaut mieux traiter. Je veux dire, il n'y a pas de. C'est pas particulier à Helicobacter, on informe les parents et si tu leur parles du lymphome et tout, il n'y en a pas beaucoup qui vont dire non, on ne va pas traiter, hein, ils prennent des antibiotiques pour des rhinopharyngites, il faut être sérieux. Là, à un moment, il faut remettre les choses en place. C'est moins de 1%. Quand on découvre Helicobacter, pour moi, je n'ai aucun doute, il faut le traiter. Maintenant, je suis 100% d'accord avec ce qu'a dit Patrick, c'est-à-dire on ne fait pas Helicobacter pour tous, si on ne veut pas, on ne fait pas, mais quand on l'a, ça se traite. Et si on a la sensibilité avec l'aréthromycine, c'est quand même beaucoup mieux. Et c'est des antibiotiques qui sont quand même, dont les profils de tolérance sont quand même bien connus. Hein. Ce n'est pas des quinolones, ce n'est pas des choses compliquées. Donc, moins de 1%. L'ensemble du digestif, Patrick, c'est moins de 3% des prescriptions d'antibiotiques. 80% c'est du respiratoire. Les efforts en antibiothérapie, ce n'est pas sur Helicobacter qu'il faut les faire. C'est pour les bronchites à la con, les rhinopharyngites à la con, les tousseurs chroniques. Ça, c'est un vrai impact écologique. Vous voyez, c'est l'infectiologue qui va donner des antibiotiques. Il y a deux interventions, les deux dernières, c'est Assa et c'est Alif. Assa. Je n'ai pas exactement répondu à votre question, mais je sais que bien avant ces recommandations, Guy Le Verger, qui est chef de service de d'hématologie, m'avait demandé si on pouvait rechercher le PTI, dans les PTI, si on pouvait rechercher l'Helicobacter pylori dans les PTI. Mais peut-être que c'est dans la deuxième solution, c'est-à-dire les PTI qui résistent au traitement. Voilà. Chronique, hein. Oui. Chronique ou bien échec. Oui. Et que pensez-vous de la relation inapparée et infection à Helicobacter pylori? Ok. Ça a été rapporté. Il y a beaucoup de choses qui ont été rapportées avec les Guillain-Barré. Dernière intervention, c'est Alif. Moi, quand on vient, il faut sortir avec des choses claires et ne pas avoir un message que fait circuler les obscurs. Et je crois que, comme vient de le dire Josette, on ne fait pas une endoscopie à tout le monde, même si on a plus de Helicobacter chez nous. Mais à partir du moment où on a des signes et on fait
On va faire une session interactive de vaccinologie Infovac Maroc, Infovac France, donc qui sera co-animée par Robert Cohen pour Infovac France et Mohamed Bouskaraoui pour Infovac Maroc. Avant, j'appelle Dalila juste pour annoncer les prix des communications pour les résidents et internes. Et le prix, c'est donc c'est deux prix. C'est prise en charge pour le congrès mondial de périnatologie en avril 2020 à Marrakech. Alors, parmi les 81 travaux qui ont été sélectionnés, deux ont été choisis. Donc, les prix des deux meilleurs travaux sont pour le docteur Oudal Belad du CHU de Doujda, pour son travail sur la place des probiotiques dans la prévention d'entérocolite lymphosin chez les prématurés. Et le deuxième, c'est l'épilepsie en milieu scolaire, connaissances, attitudes et pratiques des enseignants, Doujda toujours. Et c'est le docteur Esquina. Le prix, je le répète, c'est prise en charge. On va le renvoyer, c'est prise en charge pour le congrès mondial de périnatologie d'avril 2020. Notre président de la Société marocaine de pédiatrie de nous rejoindre, c'est Hassan Afila. Vous voulez faire 4 mousquetaires, pas trop. Donc voilà, ils sont là. Vous pouvez poser les questions que vous voulez et ils vous répondront, que ce soit en infectiologie ou en vaccinologie. Donc et puis on fera un petit avec Dr Hassan Afila, on fera un petit aperçu sur les discussions qu'on a actuellement avec l'ANAM, avec le ministère et avec la CNSS. On fera aussi un petit résumé puisque il vous informe de tout ce qui a été fait et des difficultés pour y arriver, parce que les gens, quand ils sont dans leur cabinet ou dans leur clinique, ils ne mesurent pas toutes les difficultés des négociations et ils font des reproches qui sont faciles, mais comme ces gens-là sont avec nous et on les emmène avec nous, quand ils sont devant les responsables, ils disent on est d'accord. Voilà. Alors, dans le même sens, je continue. Si on n'avait pas été aux négociations, ce qui a été écrit dans les protocoles de convention, c'est que ne peuvent faire de la réanimation néonate que les réanimateurs et les anesthésistes réanimateurs adultes. Et nous avons corrigé ça en mettant pédiatre, on a exclu tout le monde. Et nous avons pu obtenir, parce qu'on a expliqué que par exemple un respirateur de nouveau-né bouffe 3 fois plus d'oxygène qu'un respirateur d'adulte, parce que c'était des coupeurs de flux, etc., que c'est normal, et dans le monde entier ça se fait, que nous avons 10% de plus en termes de tarification. Donc nous sommes les adultes, la réanimation adulte va passer à 2500 dirhams et c'est le néonat à 2750 dirhams. Plus les médicaments bien sûr, plus les actes qu'on peut faire. Donc ils sont conscients que la pédiatrie a une place et que effectivement les maladies de l'adulte découlent d'une pédiatrie qui s'est mal passée. Et donc on est arrivé à leur expliquer ça, ils sont très conscients de ça et c'est une première qu'ils arrivent parce que nous, la pédiatrie, c'était un généraliste transparent. Et maintenant, je pense qu'on a pesé dans les débats et comme on n'a pas été présent en 2006, on l'a payé très cher jusqu'à maintenant et les choses vont changer à partir de l'année, Inch'Allah. Juste qu'on puisse vraiment que vous le sachiez, que c'est pour les gens qui font de la néonate et pour
l'applaudir et de l'applaudir debout. Parce que pour avoir assisté avec lui, il vous a vraiment défendu. Vous ne savez pas tout. Comme dit Robert, vous ne savez pas tout le temps que ça nous prend et toutes les discussions avec les autres spécialités qui croient qu'ils défendent seulement la pédiatrie, alors que la pédiatrie a été longtemps oubliée et le parent pauvre de la médecine. Et donc, ce que vous devez savoir, c'est que la consultation va passer à 250 dirhams. C'est un accord, même si on est enregistré, c'est un accord tacite qu'on a eu avec le ministre et avec le directeur général de l'ANAM. Ça veut dire que pendant une année, les gens continueront à travailler comme ils le faisaient. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce qui s'est passé en 2006, maintenant, c'est une convention dynamique. Chaque convention n'est pas parfaite. Mais le fait que c'est écrit et que c'est dynamique, ça veut dire que chaque fois qu'on va redresser un prix qui n'était pas le coût réel, ça sera ajouté par avenant modificatif et nous n'allons pas attendre la fin de la convention pour apporter la modification. Et nous allons commencer le lendemain de la signature par les actes transversaux. Qui dit actes transversaux dit qu'on va commencer par le cas. Et donc chaque fois que le cas va augmenter, qui est actuellement de 22 dirhams 50, donc le prix va augmenter. Et on voudrait par exemple au niveau de l'assistance à l'accouchement, l'assistance à la césarienne, que les honoraires du pédiatre sortent du forfait et soit en dehors. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé maintenant à avoir 3 conventions. Nous dépendons, avec tout le respect qu'on a pour les gens qui ont des cliniques, nous ne dépendons plus des cliniques. Il y a une convention spécifique pour les médecins spécialistes, une convention spécifique pour les médecins généralistes et une convention spécifique pour les cliniques. Pourquoi? Parce que le problème qui était avant, c'est que quand c'était en commun, à chaque fois, je vais employer un terme un petit peu exagéré, mais à chaque fois, en tout cas, le pédiatre se fait bouffer par la clinique. Et donc ça, maintenant, c'est arrêté puisque ces honoraires sont clairs. Le but, pour que vous le sachiez pourquoi on fait ça, le but, c'est qu'on arrive aux honoraires séparés. C'est ce qu'on a aussi discuté avec la direction des impôts pour qu'il n'y ait pas de problème. Comme ça, vous avez votre chèque qui arrive en votre nom avec vos honoraires. Donc, ce que nous vous demandons, c'est votre soutien parce que c'est très difficile de mener, puisqu'on ne peut pas contenter tout le monde. L'émission qu'il y a en France, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, c'est toujours difficile. On fait pour le mieux. Et comme vous le savez, nous et toutes les spécialités médicales, c'est beaucoup plus la consultation. La valeur aussi de la visite au niveau à domicile ou la visite en clinique a augmenté aussi. Elle est maintenant actée à 290 dirhams. C'est pas ce que demandent les gens, mais il faut avoir le souci. Ça maintenant, ils l'ont par exemple en France, c'est le souci de la pérennité du système. Parce que si le système n'est pas pérenne, c'est la catastrophe. Donc on essaie d'avancer et de toute façon, nous savons que l'avènement de l'amour a fait que, c'est pour cela qu'il y a pas mal de cliniques et tout ça, c'est parce qu'il y a cet avènement de l'amour. Et on sait que la convention, les gens peuvent, ceux qui ne sont pas d'accord, peuvent se déconventionner. Donc c'est volontaire, ils ont 30 jours.
de l'applaudir debout parce que vous allez en avoir besoin à Hassan Filal, puisque maintenant, pour les gens qui font de la réanimation, il va, et on va tous l'aider, se pencher sur le degré pour avoir les caractéristiques et pour classer les unités de réanimation, parce que ceux qui sont niveau 3 ne resteront pas à ce qu'il vous dit, et même le directeur général de la LAM a dit que si on a des niveaux qui nécessitent une journée ou une mitira, nous sommes prêts à la payer. Voilà, donc on est en train de travailler, il faut qu'on reste unis. Vous avez, je le dis modestement, vous avez la chance qu'il y a 2 pédiatres qui vous représentent, mais on a besoin, dans ces moments difficiles, de votre soutien. Dernière information, nous avons aussi demandé le secteur 2 plafonné pour ne pas faire les mêmes bêtises qu'il y a en France. C'est un secteur 2 plafonné à 50%. On passe aux questions. Oui, c'est très très important, parce que c'est un des effets indésirables de la vaccination de l'adolescence. C'est un âge où il faut très facilement des malaises vagos. Donc ce qu'il faut faire, c'est, la première chose, c'est que jamais les vacciner debout. On les vaccine assis ou allongés. Et plus vous les voyez émotifs, la petite fille ou maintenant le petit garçon qui a peur, etc., donc on va te vacciner allongé. Le deuxième point, c'est que il faut utiliser toutes les techniques possibles pour diminuer la douleur. Et elles sont décrites. Et en particulier, je vous conseille chez les adolescents, les bombes de froid, ça marche remarquablement bien. Et le troisième point, une fois qu'ils sont vaccinés, il faut les laisser allonger pendant 3 minutes. C'est pas long 3 minutes, on vous a pas dit un quart d'heure, une demi-heure. Moyennant quoi, on a réduit, quand le garde d'asile 4 est arrivé aux États-Unis, il y a eu des milliers, ils sont plus nombreux que nous, il y a eu des milliers d'hospitalisations pour malaise vago. Malaise vago, suffisamment grave pour entraîner une syncope, une perte de connaissance. Maintenant, c'est tombé à pas grand-chose. Assis ou allongé, technique pour diminuer la douleur, alors c'est des techniques de distraction, de moyens, ce que vous voulez, on les laisse allonger pendant 3 à 4 minutes et ils se relèvent doucement après. Et avec ça, il n'y a pas de souci. C'est Scalé, si tu as lu l'Infovac Maroc ce mois-là, il y avait tout à fait une question d'une collègue d'Agadir sur ça. Robert, il a parlé de grands enfants, mais aussi il y a les malaises vagos qu'on peut voir chez les 2 petits. Bien sûr, là, les vaccins, bien sûr, automatiquement toujours allongés. Mais ce que je dirais avant, c'est, tu sais que pour le collègue européen, c'est que nous avons toujours la coqueluche entière. On vaccine avec la coqueluche entière, c'est plus de 95% au niveau du système public. D'accord? Donc, et le coqueluche entier a été, d'accord, largement impliqué dans ces malaises vagos, mais je pense même, avec les nouveaux vaccins, le risque n'est pas écarté à 100%. Et moi, je conseille toujours d'avoir une ampoule d'adrénaline dans chaque cabinet. Hein? Oui, c'est pas tout à fait le même. Exact. Non, tout à fait. Mais c'est obligatoire. En parlant de gestion de risque et tout ça, quels que soient les malaises, parce que même le choc anaphylactique, tu peux ne pas le voir toute ta vie, durant toute ta vie. Moi, je l'ai vu, je me rappelle, d'accord, voilà. Et il faut avoir une ampoule, tu peux ne pas l'utiliser quand tu peux ne pas l'utiliser. Et je te renvoie, il faut dire, il a été envoyé, je pense, jeudi ou vendredi, donc tu le renvoies Scalé, d'accord? Voilà. Nous allons prochainement, nous allons envoyer à travers certaines boîtes, parce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, à travers certaines boîtes qui font les vaccins, une petite carte où vous avez l'adresse de l'Infovac Maroc et comment poser des questions. Je trouve que les gens sont encore timides, d'accord, pour poser des questions. On reçoit des questions, mais je pense que n'hésitez pas, d'accord, à poser des questions. On essaie de répondre les mêmes jours et puis
on sélectionne les meilleures questions qu'on publie sur l'Infovac Maroc. Pour montrer qu'on n'est pas forcément timide. Mais en fait, une question j'attends une affirmation, une confirmation de ce que je pense. Dans les cas de syndrome néphrotique sévère, on passe aiguë éventuellement auprès de récidive avec des fortes doses de corticoïdes. On est toujours embêté parfois, est-ce qu'il faut continuer de vacciner, c'est surtout certains vaccins vivants, ou bien décaler, et c'est ce que je vous demande, quelles recommandations dans ce cas-là. Alors, de façon globale, ça rejoint le principe du vacciner l'immunodéprimé. Pour la corticothérapie, c'est une fonction de la durée, moins de 15 jours ou plus de 15 jours, et fonction de la dose. Les bolus, c'est à part. Les bolus, il faut attendre 3 mois. Je suis d'accord, Robert? Minimum 3 mois, d'accord? Et il faut savoir une chose. Les vaccins vivants, bien sûr, sont contre-indiqués, d'accord, lorsqu'on est sur immunosuppresseurs, sur corticothérapie, etc. Les vaccins inactivés, on peut les donner, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'il n'y aura pas la même immunogénicité, d'accord, que c'est chez l'autre normal. Robert, tu as des compliments? Oui, c'est exactement ça. Retenez, ce qui est contre-indiqué, c'est les vaccins vivants. Les vaccins inactivés ne le sont pas. On a 2 choix entre un vaccin moins efficace et pas de vaccin, c'est-à-dire pas de vaccination du tout. Et souvent, il faut prendre l'option de la vaccination moins efficace par rapport à pas de vaccination du tout. Il n'y a pas de risque à vacciner. Donc, quand c'est l'heure de vacciner, il ne faut pas hésiter de vacciner. Je ne sais pas si vous pouvez doser, je suppose que oui, au Maroc, les anticorps antitétaniques. Bon. Si vous dosez les anticorps antitétaniques, c'est parfait. Si vous avez fait votre schéma vaccinal, un immunodéprimé, quel qu'il soit, vaccin inactivé, s'il a répondu au tétanos, vous extrapolez pour diphtérie, pour polio, pour coqueluche, etc. Donc, pas de vaccin vivant dans les délais que vous avez donné Mohamed, ça c'est clair, d'accord? Ça, il y a un risque. Pour les autres, pas de risque. Le seul risque, c'est une immunogénicité moindre, mais l'immunogénicité la moindre qui existe, c'est que pas de vaccin du tout. Ça, on n'a pas d'anticorps, on est tranquille. Et à ce moment-là, doser les anticorps en fin de schéma vaccinal. Quand vous avez tout fini, pas question d'un mois après la fin du schéma. Et s'ils sont des anticorps antitétaniques au-dessus de 1 unité, il a répondu pour la diphtérie, il a répondu pour la coqueluche, et la polio, c'est pas fiable. Je vais juste ajouter une chose pour ces malades, puisqu'il y a le cas du syndrome néphrotique, que quand on respecte les schémas vaccinaux, quand on ne saute pas de vaccin, en général, on règle le problème dans les 2 premières années avec la plupart des vaccins. Et c'est pour cela qu'il faut toujours vacciner ou ne pas retarder les vaccins. Et puis, une maladie chronique repoussée, il faut l'éviter de la vacciner comme le syndrome néphrotique. Voilà, exactement, tout à fait. Est-ce que c'est le même cas quand il s'agit d'une corticothérapie à court terme qui coïncide avec la période vaccinale? J'ai bien expliqué. Non, j'ai bien expliqué. Il faut raisonner durée. J'ai dit moins de 15 jours, il est considéré de façon arbitraire que là. Et puis la dose. D'accord? L'importance de la dose. Voilà. Je vais me mettre debout en étant un petit peu. En m'occupant un petit peu du site Infovac. Là, je me tourne vers mes confrères. Et en l'occurrence, par exemple, ayez le réflexe de rentrer dans le site Infovac. C'est vraiment un travail énorme qui est fait par les experts marocains et étrangers, M. Cohen en l'occurrence. Et il y a beaucoup d'informations. Et beaucoup de mes confrères, au fait, soit n'osent pas facilement poser la question, soit il y a déjà la réponse sur ce site et on ne rentre pas là-bas. Alors, je vous donne une expérience personnelle. Je suis ainsi depuis quelques mois. Mais, M. Cohen, j'ai reçu il y a un mois dans mon cabinet un patient pour la première fois. C'est un grand garçon de presque 10 ans. Et le père, pour autre chose, et le père qui me dit, je vois son statut vaccinal qui est très incomplet, qui me dit, mon enfant a eu un vaccin dit de 5 ans, j'imagine c'est un rappel des polio, et il dit, il a eu une injection, il a eu une paralysie, pour laquelle, paralysie, mais carrément il explique une paraplégie,
les scanners des IRM des banques sont ouverts, soi-disant il a vu plein d'experts, et quelqu'un lui a affirmé c'est le vaccin qui a donné ça. Et on ne peut pas lui enlever de sa tête. Et je lui dis, un cas comme ça, en fait c'est une déclaration mondiale, c'est même pas au niveau local, c'est une étude mondiale, et c'est un cas gravissime, si effectivement c'est un vaccin, il faut voir quelle est la tête. Alors, apparemment ça n'a jamais été fait, je n'ai pas le dossier, si je l'obtiens effectivement, j'en parlerai avec vous et on le déclarera éventuellement ou on le citera en tout cas dans l'Infobac. Mais ce que je voulais vous dire, c'est quand vous avez une question qui vous semble même anodine, nous avons des experts qui sont réactifs, qui répondent vraiment dans les jours, rapidement, dans la semaine, dans le jour, et on a en plus une publication sur le site chaque mois, et vous pouvez éventuellement, donc vous trouvez vos réponses là-dessus. Merci. S'il vous plaît, dans un ordre. Je vais répondre, parce que ça c'est un des aspects les plus importants de la FOBAC. Pour vous dire, maintenant, on reçoit 5 à 6 000 questions par an. Ça veut dire 10 à 15 questions par jour de questions. Pour répondre à une question comme celle-là sur un FOBAC, l'expert qui va vous répondre, il va mettre 1 heure, 1 heure et demie à vous répondre. Parce que c'est la vérité, parce qu'il faut aller jusqu'au bout du sujet. La première idée, quand on voit un effet indésirable post-vaccinaux, plus on l'explore vite, potentiellement on pourrait mieux c'est. On ne se retrouve pas 5, 6 ans, 7 ans après avec une histoire foireuse. Donc la première idée, c'est le plus tôt possible. La deuxième idée qu'il faut avoir en tête, c'est toujours de dire, est-ce que cet accident, ces symptômes que je vois, s'il n'avait pas eu le vaccin, qu'est-ce que j'aurais fait? D'accord? C'est-à-dire la conduite diagnostique devant un syndrome clinique. Il n'a pas eu le vaccin, j'oublie qu'il a eu le vaccin. Quelles sont mes hypothèses diagnostiques? Par exemple, on a vu avec Helicobacter tout à l'heure qu'un purpura thrombopénique, il faut rechercher Helicobacter. Pour moi, il n'y a pas de doute dans ma tête. Il faut l'explorer comme s'il n'avait jamais eu le vaccin. D'accord? Par exemple, Guillain-Barré, le premier germe, c'est Campylobacter pylori qui est à l'origine des Guillain-Barré. On sait que les Guillain-Barré surviennent après de multiples infections, mais la plus fréquente, c'est Campylobacter. Donc, explorer le cas comme s'il n'y avait pas eu de vaccin. Et une fois que l'exploration a été faite et l'examen a été fait, qu'est-ce que je fais devant un Guillain-Barré normalement? Qu'est-ce que je fais devant une paralysie faciale, etc. Pour nous, par exemple, c'est la première cause de paralysie faciale chez l'enfant à rechercher, c'est la maladie de Lyme. Tu vois, je te succède. Donc, on fait comme s'il n'a pas eu de vaccin. D'accord? Après, une fois qu'on a fait tous ces examens, cette conduite diagnostique, c'est là où il faut prévenir la pharmacovigilance. Pourquoi? Parce qu'après, c'est pas parce qu'un symptôme apparaît qu'on ne l'explique pas. On décide, toutes les semaines, vous avez un cas que vous ne comprenez pas. Moi, c'est plus que ça, plus qu'une semaine. D'accord? Vous ne comprenez pas. Donc, ça nous arrive de ne pas comprendre. Donc, une fois que c'est ça, c'est déclaré en pharmacovigilance. Pourquoi on déclare en pharmacovigilance? Parce que la question posée, voilà, c'est que tu reviens de... Est-ce que finalement, ce type de manifestation a été décrit quelque part dans le monde, d'accord? Et à quelle distance par rapport à la vaccination, d'accord? Pour essayer de comprendre quelque chose. La première imputabilité, c'est ces symptômes sont plus fréquents chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Ça, c'est l'imputabilité maximum. Par exemple, le purpura thrombopénique post-ROR, pour revenir à ça, c'est connu. Il y a plus un risque de 1 sur 20 000 de voir apparaître dans le mois qui suit un purpura thrombopénique. Mais c'est 4 fois moins que la rougeole maladie naturelle. Donc, ça veut dire que pratiquement, le vaccin contre la rougeole est un vaccin contre le purpura thrombopénique. Je suis sérieux quand je dis ça, je ne me plais pas. Parce que tu divises le risque par 4, c'est quand même pas rien, une efficacité. Donc, la première en pharmacovigilance, est-ce que ces symptômes, ce que vous décrivez, ce syndrome, est plus fréquent chez les vaccinés que chez les vaccinés? C'est la première raison. La deuxième, c'est qu'on implique le mécanisme. Par exemple, si vous avez une manifestation qui survient dans les secondes qui suivent, on est du domaine du choc anaphylactique, allergique, etc. Si c'est dans l'heure qui suit ou dans les 2 heures qui suivent, c'est pas le même mécanisme, c'est d'autres mécanismes. Et si c'est 15 jours, 3 semaines après, on est dans un phénomène immunologique. Donc, on décrit, on enquête, on voit, et après, on essaie de dépister la mécanique. Et après, le boulot de la pharmacovigilance, et il y a un excellent bouquin
sur site de l'Institut of Medicine où ils vous prennent tous les effets indésirables, ils vous prennent tous les effets indésirables et puis après analyse, ça c'est lié au vaccin, ça c'est pas lié au vaccin. Et ça, pratiquement, ce sont les questions qui nous occupent le plus de temps. C'est peut-être que 10% ou 15%, et qui nous envoie maintenant les questions, ce sont les centres de pharmacovigilance qui nous envoient un feedback en nous disant, et la dernière question, est-ce que je peux continuer à me vacciner? Parce que c'est la question derrière tout ça. Est-ce que je peux continuer à me vacciner? Et c'est toute cette étape-là qu'on suit du début à la fin, et ça, c'est ce qui nous bouffe le plus de temps. Si on avait 5000 questions comme ça, des faits indésirables, on serait bon. Parce que beaucoup de questions, c'est du rattrapage. Alors, Ahmed, excusez-moi, je vais partir. Nous avons une réunion sur la tarification maintenant, 11h à Kazan. Je suis obligé de partir. Je vous remercie pour votre accueil, je remercie tout le monde. C'est exceptionnel. Et puis, on se retrouve dans les autres congrès, les amis. Merci beaucoup. Pour la déclaration au Maroc de ce qui est effet indésirable du vaccin, il faut juste taper déclaration effet indésirable du vaccin Rabat, et il y a une fiche sur le site, d'accord, le site que vous pouvez remplir en ligne. Voilà. Oui. Il y a toujours cette démarche. S'il avait ces symptômes, il n'avait pas été vacciné. C'est la première truc qu'il faut avoir. Comment je fais? S'il vous plaît, dans un autre registre, la tuberculose n'étant plus disponible sur le marché, pour le diagnostic de la tuberculose. Je n'ai pas entendu, excuse-moi. La tuberculose n'étant plus disponible sur le marché, pour le diagnostic de la tuberculose, comment utiliser à bon escient le quantifier? Alors, je te réponds, je laisse Robert commenter après. Notre programme de lutte anti-tuberculose souffre d'une chose, c'est que lorsqu'on fait les marchés sont lancés, personne ne se présente parce que c'est pas rentable le marché de la tuberculose. Donc ce que fait, il y a beaucoup de ruptures, ça fait très longtemps, du tuberculose. Maintenant, il y a le quantifère. Il faut faire très attention parce qu'il était vraiment, les indications étaient bafouées de. Normalement, le quantiférant est indiqué dans la tuberculose latente, dans la suspicion de la tuberculose latente, avec les données de l'OMS, et le Maroc ne fait qu'appliquer, d'accord, les directives de l'OMS, c'est dans la tuberculose latente. Malheureusement, nous sommes en train de voir que, ma chère au cabinet, même à l'hôpital, moi aussi à CHU de Marrakech, nous avons le quantiférant, et les gens l'utilisent à droite, à gauche, partout, et même dans le suivi, dans le contrôle, c'est totalement faux. Donc, le quantiférant, sur l'indication, c'est la tuberculose latente. Dans le diagnostic, la tuberculose latente. Merci Robert. Et une autre de plus, c'est que le quantiférant, normalement, il y a des recherches qui commencent à l'étendre, d'accord, à la tuberculose maladie. Mais c'est un truc, nous aussi, on le commence sur Marrakech, c'est un projet sûr que nous allons commencer, d'accord. Et vous savez que l'OMS maintenant le valide autant que petit diagnostic de la tuberculose latente, y compris dans les pays en voie de développement. D'accord. Voilà. Je ne te règle pas le problème parce que la tuberculose, elle est en rupture, il n'y a que le quantiférant, ça coûte cher. Attention, ce n'est pas un truc de surveillance, ce n'est pas un truc de suivi, c'est un truc de diagnostic de la tuberculose latente. Et il y aura tout un programme sur la tuberculose latente à l'État au Maroc parce que, vous savez, beaucoup de gens n'osent pas encore faire de la chimioprophylaxie. D'accord? On ne sait pas pourquoi. Même les pneumo-adultes, c'est tout un débat, c'est toute une discussion, d'accord, avec nos collègues pneumo-adultes. Ils n'osent pas encore faire de la chimioprophylaxie. D'accord? Et parce que les gens ont peur de créer de la résistance, alors qu'il y a tant de travaux dans ce sens-là à travers le monde. Robert? Quel est le prix d'un Nigra au Maroc? C'est, vous le faites à 800 dirhams à Casa, c'est 1500. 1000. Ah, c'est un faux. C'est 1000 dirhams. On le de 1000 dirhams. Parce que, moi, je l'ai au CHU de Marrakech, je l'ai. C'est pour vous dire comment on arrive à cette histoire de rupture de vaccin comme ça. C'est extrêmement simple. Nous, je vais vous raconter l'histoire du BCG en France. Le BCG, avant, nous avions un vaccin qui était le Monovax. Il coûtait 5 € la boîte. D'accord.
À un moment, c'est très difficile, pour 5 euros, pour un pays riche, hein, c'est très difficile avec les régimes d'arriver à un produit fini, vendu en pharmacie, avec un vaccin, avec un produit vidant, qui a des contrôles. Le laboratoire demande une augmentation de prix à l'État. L'État dit bien, on ne fait pas de ça. Okay, au bout d'un moment, la firme arrête de fabriquer parce que personne ne vend à perte de façon durable. Et si vous pensez que les gens vendent à perte de façon durable, ça n'existe pas. C'est juste, c'est pas possible. Et donc, le Monovax a été supprimé. Après, on est passé à la au BCG SSI, fabriqué au Danemark. Même problème, il augmente le prix à 7-8 euros, d'accord? C'est 10 doses, ok, un peu plus. Après, 7-8 euros, ça ne tient plus le marché. Ils ont d'autres priorités. On n'a plus de BCG SSI, la boîte fait faillite, c'est une boîte, un but non lucratif, c'est une boîte, elle fait faillite. Après, on passe à un BCG polonais, qu'on paye 12 euros cette fois. D'accord? Et maintenant, et à 12 euros, ça ne plaît plus. Et maintenant, le BCG qui est en France, il va être vendu 40 euros. Donc, pour un problème de temps en temps de prix où l'intervention des autorités devrait dire écoutez, effectivement, à ce prix-là, on n'en aura pas. Et quand il y a des ruptures de stock comme ça, c'est qu'à ce moment, c'est que personne ne vient sur le marché sur ce truc-là. À un moment, il faut que. Et on arrive sinon à un truc qui ne coûtait rien, ça coûtait quoi, 2 euros et demi, hein? À 2 euros, tu as 100 euros, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. C'est fait exprès. Hein? C'est fait exprès, c'est-à-dire à un moment, et c'est là la force des Anglais, parce qu'il y a de la tuberculose en Angleterre, c'est là la force des Anglais, c'est le même comité technique des vaccinations qui discute le prix. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et oui, parce que après, ça change tout, hein, je veux dire. C'est la notion. Après, on se dit, mais non, attends, quelle est l'alternative? On va faire des IGRA à partir de là, ben, on va peut-être être prêt à payer la tuberculose plus cher. Et le phénomène que je vous décris là est un phénomène qui explique une grande partie des ruptures, sauf celle du Gardasil, qui n'est pas une question de prix, mais une question de capacité des yeux. Une grande partie de ça. Donc, moi, je vois ce prix entre 2 euros l'IDR et 100 euros l'IGRA, je me dis. Mais on a eu le même problème avec l'Levothyrox. Le problème avec le Levothyrox, c'est que l'État importe la quantité suffisante pour les gens, mais chaque personne prend 10 boîtes, et ce qui fait qu'il y a une rupture. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Le ministère de la Santé a décidé quoi? D'acheter et de le donner, puisque ça ne coûte même pas 2 euros. Donc, et quand il a voulu le donner, les pharmaciens sont montés au créneau, c'est pas normal et tout ça, alors que c'est le circuit grossiste pharmacie qui ne marchait pas et distribution qui ne marchait pas. Donc, comme tu viens de bien expliquer, on crée des problèmes pour favoriser des choses purement commerciales. Et ça, il faut que ça s'arrête, parce que utiliser un test qui coûte aussi cher pour nous, qui avons un SMIC à 2500 dirhams, et faire un test à 800 dirhams qui n'est pas remboursé, maintenant, je crois qu'il faut qu'on ne marche plus sur la tête, il faut qu'on marche sur les pieds. Pour aller dans le même sens, en tant que, et puisqu'on profite qu'on a avec nous le président du comité technique de vaccination, puisque nous, l'État achète, par exemple, le vaccin du rotavirus, est prévu d'acheter le vaccin HPV. Maintenant, pour qu'on puisse innover, ce qui n'est pas fait dans certains pays, est-ce qu'on peut, par exemple, pour l'HPV, faire les deux, et comme ça, profiter du prix, utiliser le moins cher et utiliser le plus performant? Pour l'hépatite A, est-ce qu'une seule dose est suffisante? Pour le Rotatec, est-ce que même si on avait même 10 doses
doses, est-ce que 2 doses c'est suffisant? C'est cette philosophie d'être efficace et d'avoir au moindre prix, d'avoir une couverture qu'on voudrait aussi, et on sortira avec bien sûr le concours du responsable du Infovac, on sortira le prochain numéro spécial ça. On peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, avec bien sûr, ça sera un numéro qu'on va sortir avec toi et avec des bases scientifiques, biologiques qu'on peut utiliser ces vaccins-là comme ça, parce que c'est important pour nous de diminuer le coût, même si les gens qui sont au niveau des laboratoires, ce sont des Marocains, et donc ils vont apprécier qu'on puisse avoir plus de vaccins et utiliser l'argent à acheter d'autres vaccins, par exemple comme l'hépatite. Avant mon intervention ouverte, peut-être Stade Mouletta, oui, parce que tu l'as interpellé avec le comité technique de vaccination. Moi, j'allais proposer pour la prochaine réunion que tu fais le mois de mai et de laisser une plage horaire pour discuter ce qu'on appelle, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, un calendrier harmonisé public-privé. D'accord? Un bon débat avec une seule plaque. On n'a pas besoin de beaucoup d'intervenants. Une seule plaque et un débat qui peut prendre 1h30, 2 heures et beaucoup d'échanges pour qu'on puisse valider des choses entre nous. Alors, premier point, très rapidement, je pense que tes questions sont pertinentes, on l'essaye. Hépatite A, Monsieur le doyen. oui. Et hépatite A, il faut l'encourager. L'hépatite A, je pense qu'il y a des travaux, le travail de l'Argentine, il y a Dominique parmi nous qui a beaucoup travaillé sur l'hépatite A qui peut intervenir, etc. pour une dose. Bon, c'est la discussion, je pense que pour raisons économiques, etc., il n'y a pas de souci. Le retard, c'est nous qui devrions faire ça parce que les boîtes ne vendent jamais à ce métier. Les 2 doses, je pense qu'il faut s'étaler de. C'est une question aussi facile. En fait, l'étude qui a conduit à ça, c'est une étude du CDC, c'est pas une étude firme, parce que l'étude va pas. Les firmes n'ont pas de raison de vouloir vendre moins, c'est pas dans leur. Je comprends très bien. Et l'étude, c'est une catégorie, ils ont comparé les gens qui avaient reçu 2 doses, 1 dose et 3 doses avec le retard. Et il n'y avait pas de différence significative entre 1 dose, 2 doses et 3 doses, et avec le problème d'une seule dose, c'est qu'une seule dose, de temps en temps, il crache, de temps en temps, un truc, donc voilà. Et autant, je vous expliquais hier pour HPV, on a des résultats à 7 ans qui sont très prometteurs, autant la protection d'HPV, c'est pas 7 ans qu'on a vu. Le rotavirus, c'est tout de suite pour la protection. C'est-à-dire qu'on n'en a rien à foutre qu'après 2 ans, ils soient soi-disant pas protégés, parce qu'en fait, ils le sont, par l'immunité naturelle. Donc là, c'est une réponse extrêmement facile. Les Canadiens sont passés depuis 2 ans à Rotatec 2 doses. C'est dans le schéma vaccinal canadien que nous a présenté l'autre jour, comment il s'appelle, Philippe Devalls. Agadir. Que nous a présenté Philippe Devalls. C'est dans le schéma. Donc ça aussi, pour moi, c'est réduire le prix d'un tiers. L'hépatite A, je te suis tout à fait aussi, parce qu'il y a suffisamment de données maintenant pour passer à une dose. Le reste, il faut travailler pour ça, parce qu'une des façons de lutter contre les ruptures et de diminuer le prix, c'est diminuer le nombre de doses. Pour info, à partir du 1er janvier 2020, le schéma vaccinal des Anglais, c'est Prevnar 13 à 3 mois et Prevnar 13 à 12 mois. Une dose. Une plus une. Et plus une. Et il dit on peut le faire que dans des pays où le niveau de vaccination est mature. C'est-à-dire où les taux de couverture vaccinaux ont fait que les sérotypes vaccinaux ont suffisamment réduit. Lisez les attendus du. Mais juste parce qu'avec nos collègues, il faut nuancer tout ça. Non mais j'ai dit les Anglais, j'ai pas dit qu'il fallait le faire. J'ai dit je ne suis pour l'instant d'accord que sur le Rotatec et sur l'hépatite A. Maintenant le reste, il faut avancer sur ces sujets, regarder de près les études. D'année en année, on va voir pour HPV, d'année en année, on va voir sur certaines données qui vont faire ça.
pour l'instant, je suis confortable que pour, complètement confortable que pour Rotatec et pour les petits. Non, mais je suis parfaitement d'accord pour cette discussion et ça va même plus loin. C'est qu'à chaque fois, il faut tenir compte de toutes les données environnementales. Le Rotatec, évidemment, parce que de toute façon, tout le monde est immunisé après 34 ans, ça n'a aucune importance. L'hépatite A, de toute façon, ça reste important avec une dose et ça peut marcher avec une dose dans les pays parce que l'hépatite A circule et circule de façon extrêmement ténue et on ne sait pas. Donc avant d'éradiquer complètement l'hépatite A, on fera c'est pour ça. Mais c'est pour ça que le fait de réduire les doses, de passer à une dose, c'est quelque chose d'important, mais ça demande aussi une bonne connaissance des différents types d'environnement, l'âge, le pays. Vous voulez parler de la part? Je pense que nous sommes en train de circonscrire quelque chose. La question fondamentale, c'est la sécurité donnée par les actes que nous faisons. Nous ne sommes pas, nous, pays du tiers-monde, pour l'instant, en mesure de faire toutes les enquêtes nécessaires pour qu'on s'assure que 1, 2 ou 3 doses peuvent être suffisantes. Nous devons nous installer avec ce qui se fait au niveau du monde et nous devons profiter de ceux qui ont la capacité d'utiliser les enquêtes de suivi pour s'assurer qu'une dose, le scléroïde disait toujours la durée et la dose. C'est la durée et la dose qui est la chose la plus fondamentale. Et Robert a insisté là-dessus. Il prend l'exemple du HPV. Le HPV, comme il le sait, comme nous le savons tous, il a été mis sur le marché avec 3 années seulement. Et on disait peut-être que ça va durer 4 ans, 5 ans. Il a fallu qu'il y ait un nombre d'études, de suivi et d'évaluation, pour que maintenant on commence à être sûr de 7 ans. Et puis, c'est là-dessus qu'on se base. Et nous, vous savez, moi j'ai retenu ce que l'enquête qui va être faite sur les 3 pays. C'est un élément fondamental pour nous aussi. Il est possible que nous puissions avoir des éléments qui peuvent être retenus comme fondamentaux, comme ce que nous sommes en train maintenant d'utiliser le Canada, l'Angleterre et ainsi de suite. C'est une question de méthodologie, c'est une question d'engagement, c'est une question d'imposer ça à la politique sanitaire du pays. Nous avons la chance maintenant que les choses sont en train de changer. Cette chance, c'est qu'il y a une institution. L'institution, on avait commencé par, non pas une loi pour la commission, mais par d'abord une initiative, puis après un arrêté pour confirmer l'existence de la commission de vaccination. Et cette commission de vaccination, maintenant, nous avons la certitude, avec en particulier le ministre, qui est un confrère, il va devoir, à partir de chaque problème, faire appel à la commission. Et nous allons devoir aussi insister sur les fondamentaux de sécurité. Parce que pendant des années, c'était le système politique, les achats se faisaient par la direction de l'épidémiologie, ça faisait par ceci. Parfois, comme nous avons aussi des confrères qui avaient le sentiment de la responsabilité, ils appelaient les pédiatres pour leur demander de les aider à y inscrire. Et le problème de la tuberculose et du VCG en est un. C'est ça qui nous devons maintenant, en tant que pédiatre, en tant que commission, travailler sur des éléments stratégiques, identifiant tout ce qu'il faut avoir comme attitude. Attitude scientifique d'abord, parce qu'on ne peut pas dire « oh oui, ça, on peut faire ceci, on peut faire cela ». Non, il faut que nous ayons un calendrier qui est basé sur les faits et des faits qui sont absolument qui peuvent nous donner la responsabilité de la comptabilité des choses. Et je suis sûr que ces questions-là sont à approfondir encore plus et mettre
savoir l'environnement dans lequel vit cet individu. Il faut que vous ayez 5 ou 10 minutes pour écouter autre chose que les séries sur lesquelles on se base. Comme les deux cas qui ont été présentés tout à l'heure, ces deux cas, bien entendu, ils considèrent qu'avec il y a le problème social, le problème environnemental, le problème écologique, et ainsi de suite, qui peut être aussi considéré comme un élément de prévention. Il faut que nous humanisions encore plus. Tous les enfants et toutes les familles, toutes les mères, quand elles viennent pour la première vaccination, sont stressées. Et le stress peut déclencher des choses comme ça. C'est tout. Et c'est ça qu'il faut ajouter. Il faut ajouter un peu plus d'humanisme. Il faut donner juste à côté notre ami sénégalais. Tu nous dis l'expérience que vous avez commencé avec l'HPV, puisque vous l'avez maintenant, vous, dans le programme d'immunisation. Oui, je pense que pour l'HPV, nous suivons les recommandations qui ont été faites par l'Organisation mondiale de la santé. Je pense que le Maroc et le Sénégal, peut-être ce n'est pas les mêmes réalités, puisque nous sommes un pays gavi, un pays qui est appuyé à travers les fonds gavi, avec une participation de l'État. Et du coup, nous avons travaillé sur une proposition pour démontrer à l'OMS et aux partenaires Gavi que le Sénégal est capable d'introduire un nouveau vaccin. Un nouveau vaccin qui est introduit à partir d'un âge qui n'était pas dans le calendrier classique. Parce que notre calendrier classique s'arrêtait à 18 mois, au deuxième R. Et nous avions eu une expérience de ce qu'on appelle les centres de démonstration dans 2 districts sanitaires pour montrer qu'on peut le faire, pour montrer qu'il y a une adhésion des populations et pour montrer que les coûts de couverture vaccinale peuvent être extrêmement importants. Et c'est à partir de là que l'OMS a dit, Gavi, on dit que voilà, le Sénégal est prêt pour introduire. Parce que toutes les conditions sont réunies, y compris un très bon plan de communication. C'est extrêmement important. Nous, on anticipe beaucoup. Avant l'introduction du vaccin, on a un bon plan de communication avec des messages extrêmement clairs qui ne sèment pas la confusion, avec des enquêtes de faisabilité qui nous permettent de dire qu'on peut y aller. Et c'est en octobre 2018 que nous l'avons introduit avec la présence de tous les chefs d'État. Parce qu'il y avait des premières dames qui étaient venues au Sénégal et le lancement a été fait au plus haut niveau en présence de notre chef d'État. Et je pense que ça a été une très bonne chose. Et depuis maintenant, 2018, on continue d'avoir de bons résultats et moins de fake news. D'accord. Et c'est quel vaccin? Le Gardasil. 4. 4. Et vous avez la production? C'est assuré? Oui, on achète, on a un stock qui nous permet. Non. On n'est pas sûr. Voilà, c'est la question qui est posée. Est-ce que vous allez. Voilà. Le premier de rupture va se poser. Je ne suis pas dans le secret des dieux de Merck et de GSK, mais d'après ce que j'ai compris, il y avait des pays qui ont déjà mis en place leur programme de vaccination pour pouvoir continuer. La difficulté va être aussi pour les nouveaux et pour les gros consommateurs. Il y a 25% de la production, d'après ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu de Gavi, etc., qui va être consacrée à Gavi. Et Gavi a dit, avant d'accueillir votre pays, on va continuer les pays où on a commencé. Voilà. Donc c'est pour dire. Mais ceci dit, j'arrive à l'idée. Par exemple, cette histoire de 1 dose, 2 doses pour le Gardasil. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Je le sais avec une certitude absolue. C'est rare qu'on médecine qu'on a une certitude. Je suis sûr que si on fait 1 dose maintenant et qu'on attend la 2e dose en 3-4 ans, comme les trucs, on ne prend aucun risque pour la population. Parce que les taux de protection qu'on a dans les 3-4 ans, on les a. On les a. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'une dose suffira pour toute la vie. Je n'ai pas dit ça. Mais ce que propose l'OMS, en particulier dans son rapport, de dire on fait déjà une dose, et puis après, il n'y a pas de problème. Donc on peut, d'un seul coup, tu doubles la quantité de gens qui peuvent être vaccinés. C'est énorme. Tout à fait. Je pense que c'est une réflexion. Ça, c'est une vérité. C'est une réflexion qu'on a eue récemment lors du comité consultatif vaccination. On dit que compte tenu des problèmes de rupture, des problèmes de disponibilité de vaccins, et compte tenu des données factuelles actuelles, est-ce que
Ousmane, le travail qui a été fait au Costa Rica et au niveau de l'Inde, d'ailleurs il y avait des Français qui ont financé le truc sur l'Inde, les boîtes ne voulaient pas prendre au sérieux tout ça pour des raisons d'argent. Voilà, moi j'ai voulu juste insister sur un point très important parce qu'il y a Karima au fond qui demande la parole. Notre grand souci, c'est toujours le problème de la surveillance épidémiologique. Et ça, il est fondamental. Nous, en tant que société savante somnifère, nous avons conclu une convention avec le ministère et nous essayons un petit peu de monter des travaux de surveillance épidémiologique. D'ailleurs, Minango Stop, ça démarre de là, il n'y a pas de souci, un travail merveilleux entre Fas, Oujda, Tanger, Casa, Marrakech, il est temps de travailler au cours avec l'Institut Pasteur de Paris, d'accord? Mais de l'autre côté, l'HPV. L'HPV, nous avons demandé une réunion avec les gens de l'OMS et hier il y avait le directeur de la population, nous insistant parce qu'il y a un professeur Joël qui veut mener aussi un truc multicentrique. D'accord? Déjà, il a fait pas mal de travaux. Vous savez, il y a beaucoup de missions qui se font à Dakar, qui se font à Rabat, c'est partout. Et on collecte les données et il est en train de ramasser une base de données pour l'HPV. Et on aura l'occasion peut-être, d'ici quelques mois, de présenter les trucs qui circulent au Maroc. Voilà. Karima? Je voudrais vous poser une question à propos du vaccin anti-rabique. Est-ce que les 5 injections proposées au niveau du centre anti-rabique assurent une protection à 100% pour la personne mordue? Et est-ce que le fait de proposer 5 injections pour le tétanos sur une année à cette personne, est-ce que vous êtes d'accord sur ce protocole-ci? Alors, le tétanos, bien sûr, il faut toujours se renseigner sur le vaccin antérieur, depuis quand il a reçu, etc. D'accord? Sinon, s'il est correctement vacciné il y a 4 ans, 5 ans, je pense que il suffit de donner juste le sérum. Hein? Voilà. Deuxième des choses, pour le vaccin, attention, la rage, ça reste toujours une maladie de santé publique au Maroc. D'accord? Vous voyez, bon, on ne va pas faire un peu de la polémique aujourd'hui. Moi, je vois même à Marrakech en plein centre, le matin, la nuit, si je rentre un peu tard à la nuit, des groupes de chiens errants, etc. Ce problème, il est en train, tout le monde se tait. Est-ce qu'il y avait même un peu de la polémique sur est-ce qu'il faut abattre ces chiens errants ou pas, etc. Le truc n'est pas réglé. Maintenant, il y a le risque de rage, d'accord? D'abord, il faut faire connaître, comme il y a des collègues, l'Institut Pasteur existe à Casa, mais n'oubliez pas que les bureaux d'hygiène peuvent procurer ce vaccin, d'accord, dans les grands patelins, par exemple Limlan, Agadir, etc. Il ne faut pas que ce soit concentré juste la demande que sur l'Institut Pasteur de Casa. Les vaccins, ils ont beaucoup évolué dans le temps. Moi, je me rappelle, d'accord, il y avait des vaccins qui n'étaient pas totalement purifiés, avec le risque accru d'encéphalite aiguë disséminée post-vaccinal. D'accord, ça existait. Le risque avec le vaccin actuel, qui était largement purifié, c'était largement amélioré dans sa préparation. Pour répondre à ta question, il y a des gens qui parlent de 5, mais qui parlent même de 2 plus 1. D'accord? 1, 14, 21. 2 plus 2, 14, 21, il y a plusieurs schémas. On fait les 2 tac-tac dans les 2 ADA, et puis après, soit au 7e jour, soit au 14e jour, soit au 20e jour. D'accord? Voilà. À Marrakech, comme tu es à Marrakech, c'est le bureau d'hygiène. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Karima? Je suis pas complet. La protection, est-ce qu'elle est de 100% pour cette personne mordue? Normalement, tu sais, la question n'est pas facile. Pour être simple, la rage, c'est une maladie qui est déclarée, c'est 100% mortelle. D'accord? Donc il n'y a pas de. Donc on ne peut pas prendre le moindre risque. Les schémas initiaux, comme vous le racontiez, comme vous le disiez, comportent de très nombreuses doses. Aujourd'hui, il y a de très nombreuses études pour réduire le nombre de doses, comme vous l'avez expliqué. On n'est pas encore au bout pour l'instant.
On suit les protocoles en sachant que je peux vous dire que dans les 2 ans, l'OMS va prendre position pour une réduction du nombre de doses dans ce cas-là. Mais je rejoins le comité technique des vaccinations. C'est des études, on suit, on regarde, mais pour l'instant, on ne change pas. D'accord? Voilà, c'est ça. Et il faut suivre, c'est une maladie tellement grave. L'efficacité n'est pas de 100%, mais je ne connais pas de vaccins qui soient efficaces à 100%. Il n'y en a pas. Donc c'est une très bonne efficacité avec des vaccins qui ont été largement purifiés dans le temps. Moi, je suis persuadé que immunologiquement, le schéma actuel ne répond à rien sur le plan immunologique. Mais c'est celui qui est appliqué, c'est celui qui marche. En attendant les nouvelles études qui ont commencé à déjà publier, on reste à ça. On termine en vous disant qu'on a pris acte de la table sur le calendrier vaccinal unifié. Donc on demandera à notre maître, le professeur Molita Alaoui, de la présider. Ça sera en avril, donc ça sera un samedi. Et donc on a pris acte, ça va être inclus, Dr Belhassan est là, donc ça va être inclus dans le programme. Et on vous dit merci.